évidemment, j'ai raté. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart qu'on fait tous les lundis. Alors, je serai pas tout seul, il va arriver, mais c'est la surprise. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, je dis ça à chaque fois, mais en fait, elles sont toutes exceptionnelles. Donc, émission exceptionnelle à l'occasion de la sortie du dernier documentaire de Mediapart, Guet-apens, des crimes invisibles, qui est donc un documentaire sur un des aspects de l'homophobie que les médias traditionnels traitent parfois comme des faits divers et qui semble être bien plus répandu qu'on peut le penser. Et le voici, le voilà. Il est très occupé, il était sur le feu de l'actu. Mathieu Magnodex. Bonsoir. Donc, je disais, ce sont des attaques ciblées contre des gays que des homophobes ont cherché sur des applis, sur des lieux de rencontre connus pour agresser, violenter, violer ou voler des hommes gays. C'est pas un sujet fun, mais c'est un sujet d'intérêt général. Et donc, tout au long de cette émission, on rappellera que si vous êtes victime, témoin d'insultes, de violences, de menaces ou de discriminations liées à votre orientation sexuelle ou votre identité de genre, si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez des questions, si vous recherchez des informations, il y a une ligne d'écoute de SOS Homophobie qui existe et qui est... voilà, j'ai réussi à le faire afficher à l'écran au 01 48 06 42 41, parce que c'est toujours mieux de parler et de pas rester tout seul avec ses problèmes et que c'est pas à nous LGBTI plus d'avoir peur, d'avoir honte, de se cacher, mais c'est aux homophobes et aux transphobes. Voilà, ça c'est dit. Pour parler de ce projet collectif, donc on reçoit la Marie-Ange Nardi de Mediapart, la speakerine d'Alert Libre, Mathieu Magnodex, qui a co-réalisé avec Sarah Brett et David Perrotin ce film. Bonjour, cette fois-ci on fait le vrai bonjour. Salut, c'est officiel. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts à ne pas écouter le président de la République? Des gens veulent Marlène Schiappa, je crois. On veut Schiappa. Elle n'est pas là ce soir. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas avec nous ce soir. Je crois qu'elle est très occupée en ce moment. Oui. Abonnez-vous pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois. C'est l'émission Twitch de Mediapart dans laquelle on essaie de vous montrer les coulisses du journal. On essaie de vous faire rencontrer les membres de l'équipe, dont les journalistes, pour vous parler de leur métier, mais aussi de leurs sujets d'expertise, les sujets qu'ils traitent. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions. Alors là, cette fois-ci sur le documentaire, mais aussi sur les différentes vies de Mathieu à Mediapart, puisque tu es là depuis longtemps, depuis le début même. 15 ans, 2008, mars 2008, depuis le début de Mediapart. Joyeux anniversaire, Mathieu. Merci, c'est vrai. C'est le début de l'adolescence. Dans le chat, les règles sont comme à peu près partout. Vous insultez pas, c'est plus sympa. Les commentaires racistes, sexistes, LGBT-phobes ne sont pas les bienvenus. Et c'est aujourd'hui Jade Bougéry qui sera à la modération, qui est sous le pseudo à Tire-Larigot. Pour les gens qui la connaissent, qui viennent souvent, vous la connaissez. Et évidemment, comme à chaque fois, il y a une offre d'abonnement spéciale pour cette émission où vous pouvez découvrir Mediapart pendant 1 mois gratuitement, et ce sans mettre votre carte bleue, et il n'y a pas de renouvellement derrière, avec l'offre qui est juste en dessous de cette vidéo si vous nous regardez en direct sur Twitch, et si vous nous regardez sur YouTube, on vous salue, mais il n'y a pas l'offre. Voilà. Avant de commencer et avant que tout le monde arrive, on fait le traditionnel récap de la semaine, des articles qui ont fait la une de Mediapart, et cette fois-ci je vais pas me tromper. Voilà, là vous avez le site. Donc le dernier article, c'est ce président sans scrupules égare la République. Mais cette semaine, il y a eu donc un article de Lénaïque Bredou et Mathieu Dejean. Adrien Quatennens réintégré à la France Insoumise, la grande confusion. Le groupe La France Insoumise a voté majoritairement en faveur de la réintégration du député du Nord condamné pour violence conjugale, une décision qui déçoit les féministes. Depuis le début, une partie du mouvement, sous couvert de gradation des sanctions, n'a eu de cesse de minimiser les faits. Ensuite, retraite, une réforme promulguée mais toujours pas légitime. Et c'est un article de Hélène Salvi qui est juste à côté et qui vous faisait coucou juste avant sans que vous ne la voyiez vraiment. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron a officiellement promulguée dans la nuit. La crise sociale et politique est désormais aussi institutionnelle. Les derniers garde-fous ont disparu. La voie est pavée pour les régimes illibéraux. Je m'installe.
La chaise souffre. Réforme des retraites après la promulgation, la consternation. C'est un article de Camille Polony. Donc pris de court par la publication de la loi au journal officiel. Dans la nuit de vendredi à samedi, les organisations syndicales et les partis de gauche dénoncent cet empressement et mettent le cap sur le 1er mai. Le président Macron s'exprimera lundi soir. Mais vous ne le regarderez pas puisque vous êtes avec nous. Et c'est très bien comme ça. Sur la LDH, Elisabeth Borne réussit à passer un cran au-dessus de Gérald Darmanin. J'ai du mal à le dire. Au Sénat, on a du mal à s'y faire. Oui, c'est ça. C'est Gérald Darmanin. Au Sénat, la première ministre a dénoncé les ambiguïtés face à l'islamisme radical de la Ligue des droits de l'homme et le fait qu'elle a attaqué un arrêt interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Même son ministre de l'Intérieur n'avait pas été si loin. C'est dire. C'est dire, exactement. Victime de la Bravem, Souleymane, de nouveau interpellé et sali à la télé. C'était un article de David Perrotin qui aurait pu être ici ce soir puisqu'il est co-réal du doc que vous avez fait. Avec Sarah Brett. Exactement. Pendant tout le week-end, cette étudiante tchadienne victime d'insultes racistes et de coups de cette unité policière a été accusée d'avoir commis des dégradations en marche d'une manifestation. Il est relâché sans poursuite ce dimanche et le compte-rendu de sa garde à vue balaye la version des syndicats de police. C'est très intéressant et ça met en lumière des choses qui ont aussi été traitées par le pôle vidéo et on reparlera peut-être un peu plus tard. Ensuite, grosse enquête de Marine Turki. Violence sexuelle. 13 femmes accusent Gérard Depardieu. Au cours d'une enquête de plusieurs mois, Mediapart a recueilli de nombreux témoignages accusant Gérard, cette fois-ci Depardieu, de violences sexuelles, notamment sur le tournage de 11 films sortis entre 2004 et 2022. Celui-ci dément tout comportement pénalement répréhensible. Une actrice vient d'adresser son récit à la justice. Cet article il a été publié en même temps que d'autres, avec un parti pris et vraiment toute une explication. Il y a 4 papiers qu'il faut lire. Voilà. Le fonds Marianne de le fonds Marianne de Schiappa a financé des contenus politiques en période électorale. L'association de Mohamed Sifawi n'est pas la seule à avoir été grassement rémunérée par le fonds Marianne. Une autre structure a touché plus de 300 000 euros alors qu'elle venait d'être créée et n'avait aucune activité connue. Sous couvert de lutte contre le séparatisme, elle a diffusé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. C'est un article d'Antoine Rouget et de Hélène Salvi, toujours la même, et ça a permis à des gens, j'ai vu dans les manifestations, de sortir ce nouveau slogan chiapardeuse. C'est assez bon, c'est très juste, ça pourrait être un titre sur Mediapart. Les leçons de l'histoire Maître Gims de Lucie Delaporte. Les propos détonnants du chanteur sur l'histoire de l'Afrique ont déclenché un torrent de commentaires consternés et un luxe de vérification des faits jusqu'à l'absurde. L'essentiel est peut-être ailleurs. Ensuite, un article de Mathilde Goannec qu'on a reçu ici et qui traite de l'éducation nationale. Élèves trans, l'enseignement catholique refuse d'appliquer les préconisations du gouvernement. Mediapart révèle les fiches que l'enseignement catholique diffuse dans ses établissements sous contrat pour défendre l'altérité homme-femme au nom d'un corps sexué vu comme un don de Dieu et à rebours de la circulaire diffusée en 2021 par le ministère de l'Éducation, lequel ne voit pas de problème. Tiens donc. Ensuite, ça c'est mon grand plaisir du moment. Nadia Yala Kisudiki, qui est philosophe, qui est reçue par Kiemis. C'est la nouvelle émission de Mediapart, qui est une semaine sur 2 en alternance avec ouvrez les guillemets que vous connaissez bien. Et Kiemis, elle a reçu déjà, c'est la 4e, il me semble. Elle a reçu Laura Nsafou, Mélissa Lavo et Martin Duss. Donc allez voir ça, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment chouette. Donc voilà. Je vous le conseille très fier ouais. Sur Mediapart. Elle est trop forte. Elle est très très forte. Et on finit avec un article qui fait un peu le lien. J'ai bien réfléchi. Enfant de la Manif pour tous, Louis a depuis fait son coming out. On nous a volé des années. Louis faisait partie des enfants mobilisés par leur famille catholique dans les manifestations contre le mariage pour tous. Il en a gardé longtemps un souvenir joyeux jusqu'à ce qu'il se découvre gay. À 22 ans, aujourd'hui, il raconte, premier épisode de notre série sur les 10 ans de la loi Taubira, définitivement adoptée le 23 avril 2013. Et donc ça, c'est un article de Rosane Le Carboulec qui est génial.
et qui est dans une série qui s'appelle Mariage pour tous, une décennie amère, et qui revient justement sur cette période-là, qui n'a pas été qu'une période de victoire, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait semblant de cacher le livre derrière, mais vous le voyez pas, parce qu'en vrai, j'avais pas le livre, on le voit pas très bien, j'arrive pas à Je vais te le montrer. Il est vieux, Je là. vais le montrer. Mais pas trop parce que c'est un faux livre. En fait, j'avais pas le livre, du coup j'ai collé. Voilà. Et il sort donc le 5, je crois qu'il sort le 3 mai, pardon. 3 mai prochain. Donc voilà, achetez-le. Est-ce qu'on repasse sur le chat et on va repasser sur le vif du sujet. Est-ce qu'il y a eu des choses... Oui, il y a... Donc Jade a mis tous les liens, vous pouvez aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'abominable Darmanin. Non, on dit l'abject Darmanin, vous suivez pas. Conseil constitutionnel, ok. Je regarde le chat. Très bien. Eh bien, écoutez, lisez Mediapart. Comme ça. La série sur le mariage pour tous est top. Bah ouais, Terence. Et du coup, il y en aura encore plus dans le bouquin de Rosen. Et oui, quelle semaine sur Mediapart, ça ne s'arrête pas. Et donc, maintenant, on va passer donc à notre invité, Mathieu Magnodex. Est-ce que, avant toute chose, tu peux peut-être te présenter, nous raconter un peu comment tu es arrivé à Mediapart, puisque tu l'as dit, ça fait déjà 15 ans que tu es là. Tu es dans quel service? Présente ton service. Qui es-tu? Quelle est ton œuvre? Tout ça en Quelques un minutes. mot. En un mot. Je fais un peu comme Valentine Berti. Ok, je suis arrivé à Mediapart en 2008. Au début de Mediapart, c'était vraiment une équipe beaucoup plus petite. Au tout début, dans des locaux très sombres, je me rappelle, vers la rue Saint-Maur. Et puis, c'était le tout début. On pensait que collectivement que ça tiendrait peut-être quelques mois. Il y avait une aventure un petit peu nouvelle là, avec un pari de lancer un média sur Internet qui ne fonctionnerait pas avec de la publicité, qui fonctionnerait sur abonnement payant. Et à l'époque, tout le monde nous disait ça ne marchera jamais. Et bon, bah, en fait, ça a un peu fonctionné quand même. On est là. Voilà, on est là et plus que jamais. Et donc, voilà. Et donc là, j'ai travaillé dans plusieurs services. Je vais quand même la faire courte pour pas ennuyer tous ceux qui nous regardent. On a le temps. Voilà, j'ai commencé à suivre l'actualité économique et sociale au moment de la crise financière, notamment de la crise sociale de 2008. Ça fait loin peut-être pour des gens qui nous regardent, mais c'était extrêmement massif à ce moment-là. Ça a duré plusieurs années, évidemment. Et puis ensuite, j'ai couvert au service politique le mandat de François Hollande. Voilà, et les nombreuses défaites de ce quinquennat que nous avons chroniqué avec Stéphane Aliès et Naïk Bredou et d'autres. Et puis ensuite, je suis parti un petit peu aux États-Unis en congé sabbatique, et puis ensuite je suis revenu. J'ai couvert la campagne d'Emmanuel Macron pour Mediapart en 2017. Je suis ensuite reparti aux États-Unis, cette fois-ci comme correspondant, au moment où Donald Trump venait d'être nommé, enfin 6 mois après. Et du coup, pour documenter à la fois cette présidence, au-delà des tweets de Donald Trump et de ce qu'on lisait souvent dans les médias internationaux, pour essayer de montrer vraiment cette révolution conservatrice en fait qui déferlait et continue de déferler sur les États-Unis. Et puis aussi parler des activistes américains, de la gauche organisée aux États-Unis, qui a quand même bougé beaucoup de choses ces dernières années, même si on parle pas souvent d'eux, et ils sont quand même très présents et gagnent en importance au fur et à mesure des années. Et puis, je suis revenu en catastrophe au moment du Covid, n'ayant plus grand-chose à faire. Je vivais à New York, et à New York, il ne se passait plus rien. Je ne pouvais plus rien faire, d'une certaine façon. Donc, et la campagne américaine était arrêtée. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un week-end pour décider ce que je faisais. J'ai décidé de rentrer. Et en se disant que ce serait pas mal, comme le Covid arrivait, d'avoir peut-être de faire quelque chose. Là, j'étais un peu en panique moi-même à l'idée de s'enfermer pour un certain temps, en fait, parce qu'on savait pas combien de temps. Et donc, l'idée, ça a été de lancer une sorte d'objet bizarre, une sorte de début presque de libre antenne, qui est devenu un objet plus journalistique au fur et à mesure des jours, en visio.
hein. C'était notre mode de communication préféré et je trouve que c'est encore beaucoup trop présent dans nos vies en visio. Et donc ensuite, c'est devenu une émission quotidienne en visio, hein, dans des conditions rocambolesques. Dans les cuisines. Dans ma cuisine. Hein, j'étais dans ma cuisine. Valentine était, Auberti était chez elle aussi. Voilà. Et avec Christophe Guignot aussi, qui a participé au lancement de cette émission. Et puis, c'est devenu une émission quotidienne. Quand on a fini par sortir du Covid, en tout cas, il y a encore, hein, évidemment, des gens qui meurent du Covid. Donc, on n'est pas tout à fait sorti du Covid en réalité, mais sortir de la période de confinement et des confinements multiples. Et donc, on a lancé cette émission en studio tous les jours. On a fait ça pendant 1 an et demi. Et puis, l'an dernier, on a un peu réajusté les choses en faisant plutôt 1 à 2 émissions quotidiennes, 2 émissions par semaine. Et puis, en essayant de développer d'autres formats, justement, ce qui nous emmène sur le sujet dont on va parler. Donc, actuellement, avec Valentine Auberti, je suis responsable du pôle vidéo de Mediapart, qui a beaucoup fait plein de choses ces dernières années. Et on en est très heureux. Ouais, à commencer du coup par le film Media Crash, qui était un peu le premier gros projet de cette nouvelle équipe vidéo reformée. Et maintenant, Guet-apens. Il y a déjà Garluc qui dit « Bonjour, je n'ai pas encore de questions, mais je voulais vous remercier. C'est avec votre émission à l'air libre, avec Valentine Auberti, que je me suis abonné à Mediapart. Ça fait plaisir. » Merci. Et c'est aussi aux États-Unis que tu as découvert ta passion pour Alexandria Ocasio-Cortez et que tu as écrit un bouquin dessus. Oui, enfin l'idée c'était d'écrire un livre sur justement tous ces mouvements qui bataillent pour plus d'égalité, contre le racisme, pour évidemment essayer de contrer la catastrophe climatique en cours, qui sont des mouvements qui sont intéressants parce qu'ils essayent de dessiner un avenir possible, ils essayent dans la mesure du possible, hein, ça marche pas toujours, mais d'essayer d'inclure le maximum de gens et d'essayer de s'adresser aux problèmes les plus concrets et de les transformer de manière politique. Et cet élu qu'on connaît un peu ici en France de la gauche américaine, c'est finalement une émanation, un avatar de ce mouvement social arrivé en politique pour essayer de rentrer en politique avec les attentes des mouvements sociaux et essayer de bouger un peu les choses dans un système américain qui est complètement corseté ou largement tenu par les intérêts privés aussi, c'est-à-dire qu'au sens où c'est vraiment les lobbies beaucoup qui influent sur la politique et donc et dans un pays de capitalisme évidemment triomphant et donc ils portent des messages assez différents et ils sont en train de se structurer, de s'organiser. C'est pas simple, ça va prendre du temps, c'est une longue marche, mais dans la tradition de mouvements précédents, remontant par exemple jusqu'au mouvement des droits civiques, ils essayent de construire comme ça du pouvoir collectif, alors que l'idée c'est plutôt de nous démobiliser et on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure, y compris en France, sur la capacité à s'organiser et à créer de la puissance collective. Donc c'était assez passionnant et assez enthousiasmant de découvrir ces gens et la façon de s'organiser collectivement. Trop bien. Il y a une félicitation de Manco qui dit « Regardez à l'air libre pendant qu'on était enfermés, c'était une respiration. » Il y a même un jour quelqu'un qui m'a écrit pendant le confinement pour dire qu'il faisait du vélo. En fait, on l'avait fait beaucoup de bien parce qu'il faisait du vélo d'appartement en nous écoutant et que ça l'avait remis en forme. Voilà, comme quoi, voilà, si on a pu être utile à ce monsieur, on est très content. Et merci pour Manco, c'est ça, qui nous fait ce message. C'est Mathieu Basic Fit. Donc, il y a une première question de Terence qui nous dit comment est née l'idée de produire ce documentaire, quel a été le matériel de base pour lancer l'enquête, et après on regardera et après, on regardera la bande-annonce. Ouais, ok. Donc, ce documentaire, il s'appelle Guet-apens, des crimes invisibles. Il va être diffusé sur Mediapart à partir de mercredi 19 avril. On va vous faire une petite émission, pour ceux qui aiment bien nos émissions, on va vous faire une petite émission à partir de 19h, je crois, pour un petit peu vous faire un petit chapeau présentant ce documentaire. Et puis derrière, un plateau avec David Perrotin, Sarah Brett et moi-même, les 3 co-réalisateurs, pour discuter un petit peu justement de ce documentaire. Donc ça, c'est sur les éléments de diffusion. Donc ce sera accessible pour les abonnés de Mediapart. Donc, comme le dit cette émission, abonnez-vous. L'idée, c'est au départ, c'est né d'une discussion collective, en fait, tout simplement parce que au départ, c'est Sarah Brett que je vois là-bas, qui est à son bureau, qui travaille justement sur l'article qui va accompagner ce documentaire sur Mediapart. Sarah Brett, elle a été journaliste dans plusieurs endroits, notamment à l'agence France Presse. Elle couvrait une grande partie de la région parisienne et elle a observé en tant que journaliste
qui sont au départ, ce qui est au départ présenté souvent comme des faits divers, c'est-à-dire des agressions homophobes, avec un mode un peu particulier qui était justement cette volonté non pas juste d'agresser des gens dans la rue, ce qui est déjà atroce en fait, mais d'attirer des gens dans des pièges et de les cibler sur des lieux de rencontre ou via des applications ou des sites de rencontre, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et elle a isolé comme ça 2-3 cas et puis elle a quitté l'agence France Presse et puis elle avait toujours cette idée en tête et elle est revenue ici, elle est arrivée ici à Mediapart il y a plus d'un an, un an et demi, et elle avait toujours cette idée en tête et ensuite ils en ont parlé avec David Perrotin qui est que tu as reçu ici. Pas encore. Pas encore. Non. Ok. Non. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. David Perrotin, donc qui suit la question des discriminations au sein du pôle société de Mediapart, et ils ont discuté un petit peu de ce qu'ils pourraient faire ensemble sur ce sujet-là. Ils ont commencé à regarder un petit peu, interroger des avocats notamment qui défendent les victimes dans ce genre d'affaires, et puis à tomber sur beaucoup de cas. Et au départ, l'idée c'était de faire une enquête écrite pour Mediapart, puis de faire un petit sujet vidéo de 10-12 minutes, et on a commencé à discuter avec eux à ce moment-là de ça. Et puis, ils ont même réfléchi, je crois, à un livre à un moment. Et puis, en fait, en septembre dernier, à la rentrée, nous étions frais et plein d'allant. Et on s'est dit, avec Valentine, on cherchait un peu un projet, là, comme ça, un peu identitaire et un peu fort pour cette année 2023. Et on s'est dit, en fait, ça vaut le coup de faire un projet plus ambitieux, notamment parce qu'il y a des histoires très fortes, évidemment de gens qui ont été victimes, donc évidemment on raconte dans ce documentaire le trauma, parfois des années après, que ça représente d'avoir été victime et ciblé dans le cadre d'une rencontre sexuelle, c'est-à-dire quand on dans un endroit qui devrait être le plus safe et le plus agréable possible et le plus en confiance possible. Donc un traumatisme très ancien, mais on voulait aussi étendre la problématique, on va en reparler tout à l'heure, mais sur l'ampleur de ce phénomène, sur la réponse de la justice, de la police à ces agressions. Et donc on s'est dit, il faut essayer de faire quelque chose de peut-être plus ambitieux en images, puisque le documentaire est un bon format pour ça. On pourra, s'il y a des gens qui ont des questions sur pourquoi un documentaire plutôt qu'un sujet plus magazine, par exemple, là, l'écriture documentaire, c'est une écriture vraiment où on se pose avec les personnages, on rentre vraiment dans leur histoire, et toute l'histoire est vraiment faite par leur récit et par ce qu'ils disent, et c'est eux qui portent véritablement la dynamique. Donc c'est peut-être, tu parlais de Media Crash tout à l'heure, qui était un documentaire fait par Mediapart et Première Ligne l'an dernier, co-réalisé par Valentine Auberti, avec qui donc je suis responsable du pôle vidéo, et Luc Herman. C'est un objet qui a une écriture peut-être un peu plus magazine, qui révèle vraiment un phénomène, donc un phénomène de concentration des médias. Et là, le sujet se prêtait plus à rester, c'est vrai, beaucoup plus avec les personnages, raconter leurs histoires. Et donc, d'où cette écriture documentaire, avec, pour les gens qui le verront, parfois des moments de silence, des moments de rien, des moments où on digère, en fait, ce qui a été dit auparavant. Ouais, Garfield nous demande, j'arrive en retard, c'est quoi le sujet? On est en train de parler du prochain documentaire qui sort mercredi sur Mediapart, qui s'appelle Guet-apens. Et d'ailleurs, tu tombes bien parce qu'on va regarder immédiatement la bande-annonce. Je discutais sur une application avec un jeune homme. On s'est dit que on allait se rencontrer. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais 3 personnes qui m'attendaient. On m'a roué de coups. Je me suis retrouvé donc encerclé par des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing. Franchement, tu vas voir, franchement, tu vas kiffer avec moi, franchement. Arrête-moi, tu flippes, hein. Il me filmait pendant que son collègue est en train de me tabasser. Dis que tu es PD, dès que tu es PD. Quand on imagine le casseur de PD, on pense à un skin néo-nazi avec des tracts homophobes sur lui. En fait, il faut penser l'homophobie et la gayphobie comme quelque chose de beaucoup plus transversal, de beaucoup plus banalisé. Nous avons recensé au moins 300 victimes de guet-apens depuis 5 ans. Plus d'une par semaine. J'ai La Rochelle, j'ai Montpellier, Montreuil, l'Oise, Paris, le Rhône. Globalement, ce type d'agressions ont lieu un peu partout sur le territoire national. Quand on a commencé à rentrer dans le détail de la plainte, moi, j'arrêtais pas de leur dire il y a un caractère homophobe. Et eux, catégoriquement, non, c'est pas homophobe. Parfois, on a la sensation que certains juges, en fait, se fichent de ces circonstances aggravantes. Et là, c'est rageant. Moi, je dirais que la justice fait pas du tout attention aux victimes. C'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé. On a vu 2 homosexuels en plein acte et on les a tapés.
Ce qu'on a vécu, nous, c'est la négation de notre humanité. Au début. Ok, ça remarche maintenant. Désolé. Pardon. Du coup, on disait, Ok, on a fait donc plein de comment, blagues géniales. Ouais, on a et fait des blagues revenait super, sur la mais on les question refera. de- Donc, comment est née l'idée de produire ce documentaire et quel a été le matériel de base pour lancer l'enquête? Donc, je vous ai parlé de la discussion pour lancer un peu tout ça, et puis on rentre dans le vif du sujet, on regarde un peu dans des dossiers judiciaires, on commence à voir qui pourrait témoigner, et puis on commence aussi un décompte des guet-apens. Au début, je vous dis, Sarah et David, ils avaient quelques cas. En regardant un petit peu dans la presse, en regardant des avocats, en demandant à des avocats des dossiers sur lesquels ils avaient travaillé, quelques cas. Et puis, moi, je me rappelle, il y a un week-end où je me pose devant mon ordi et puis je commence à comptabiliser les guet-apens depuis 5 ans dans la presse nationale, la presse quotidienne régionale. Et là, tout de suite, je suis assez frappé de voir qu'il y en a beaucoup. Donc, encore une fois, guet-apens, type d'agression particulière, on va dire, c'est-à-dire qui consiste à piéger des gens quelque part, donc avec une forme d'organisation, de préméditation, si on veut, pour les attirer et les piéger, quel que soit le motif, qui sont parfois d'ailleurs assez nébuleux et compliqués, et qui parfois les frapper, parfois les voler, parfois les deux, parfois les humilier, parfois même pire. On commence à regarder, on se dit qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et ensuite arrive la phase d'essayer de convaincre les victimes de parler. Et là, ça n'a pas été simple. Ouais. Ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que en fait, on avait quelques victimes dont on savait qu'elles étaient disponibles pour parler, qui avaient déjà un petit peu parlé dans certains médias, mais on était intéressé par mettre en lumière des cas aussi qui n'avaient pas été trop connus, voilà. Et là, on s'est heurté à pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, on a constaté que bon, pour certaines victimes, ça restait très douloureux, donc elles ne voulaient pas forcément en parler. Mais surtout que c'était difficile, en fait, d'identifier les victimes. Ou une fois qu'on les avait identifiées, parce qu'on a travaillé sur la base d'éléments de dossiers judiciaires pour pouvoir justement rentrer vraiment dans ces dossiers, en fait, bien souvent, ils ne voulaient pas parler. Et qu'on a des cas où des jeunes hommes ont ciblé, par exemple, je pense à un cas à Tarbes qu'on n'évoque pas dans le documentaire. Et je vais vous dire pourquoi on l'évoque pas. C'est-à-dire qu'à Tarbes, en 2017, une série d'hommes gays ont été comme ça. Enfin, des hommes gays ont été plutôt attaqués en série, on va dire, par une bande d'agresseurs qui voulaient les extorquer, hein, qui voulaient de l'argent, etc. Mais qui ciblaient beaucoup des hommes gays, en se disant que c'était des proies plus faciles. Pourquoi des proies plus faciles? Parce qu'ils n'iraient pas porter plainte. Parce qu'ils ciblaient en fait des gens qui étaient bisexuels, qui avaient une double vie, enfin si on peut dire, je déteste ce mot, mais enfin en tout cas qui vivaient leur homosexualité ou leur bisexualité de façon cachée pour ce qui concernait la partie masculine. Placard, voilà. Et c'est le placard. Et donc du coup, pour certains agresseurs, considéraient qu'ils n'iraient pas porter plainte tout simplement. Et ça a été, donc il y a un double mécanisme de silence, c'est-à-dire qu'en fait d'abord des gens ne veulent pas forcément en parler. Moi à Tarbes j'ai rencontré quelqu'un qui 5 ans après ne voulait toujours pas en parler, était tétanisé. Je le rencontre dans un hôtel et il était tétanisé à l'idée de pouvoir témoigner dans ce documentaire, même de façon anonyme, même avec une lumière qui aurait complètement caché son visage. Et puis donc ce mécanisme de silenciation qui fait qu'on a des dossiers judiciaires parfois où il y a des dizaines de victimes, les enquêteurs, les policiers le disent, ils présument qu'il y a des dizaines de victimes, et parfois vous avez une personne qui accepte de porter plainte, et la personne qui accepte de porter plainte, elle n'est pas forcément motivée après pour en parler dans le cadre d'un documentaire. Donc en fait, ça a été parfois très difficile de convaincre des gens. Il y en a eu énormément d'échecs, et le poids du traumatisme y joue aussi de façon très importante. Très bien. On a d'autres questions. Alors, il y en a une, c'était...
Bon, ça, on reviendra après sur Alert Libre, mais dispose-t-on de statistiques sur ce fléau, évolution du nombre de cas par an, etc. Donc on a essayé d'objectiver un peu tout ça, sachant que première chose qu'il faut dire, c'est que le nombre de guet-apens, si vous appelez le ministère de l'Intérieur, vous dites il y a combien de guet-apens dans les statistiques des violences homophobes, on ne sait pas. Ils répondent qu'ils aiment bien ces gens-là. Voilà, Caroline Cayeux, donc ancienne ministre assez éphémère d'Emmanuel Macron, qui parle de ses amis homosexuels. C'est comme ces gens-là, voilà. On en est encore là aussi, qui d'ailleurs était proche de la Manif pour tous, si je me trompe pas. Tout à fait, voilà. Qui a réitéré ses propos, voilà. Et qui a été viré du gouvernement, mais pas pour ça. Voilà, pas pour ça, pour autre chose. Bon. Oui. Donc, les chiffres vous en avez trouvé 300, on a trouvé 300 victimes de guet-apens en 5 ans, sachant que parfois c'est des victimes isolés, avec des agresseurs qui ont fait qu'une victime ou peut-être une ou deux, parce qu'on ne sait pas forcément tout le temps, et parfois des cas assez massifs, parfois des guet-apens où il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de victimes présumées, là encore, puisque c'est très difficile, y compris pour les enquêteurs, vu que souvent les gens ne veulent pas en parler, d'avoir des idées précises. Mais il y a quand même des estimations qui sont dites par des enquêteurs ou qu'on retrouve dans la presse. Donc on a retrouvé 300 victimes de guet-apens en 5 ans. On pense que c'est manifestement sous-estimé. Parce qu'en réalité, à cause de tous ces phénomènes dont j'ai parlé, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas forcément dire qu'ils sont victimes pour des raisons qui sont diverses en réalité, parce que c'est encore compliqué, parce qu'ils ont peur de la façon dont ils vont être accueillis par les policiers. Et dans le cas dans le documentaire, on a une personne qui s'appelle Frédéric, qui a été agressé aux Tuileries, donc qui est à peu près un des lieux de rencontre, le parc des Tuileries au cœur de Paris, au Louvre, un des lieux de rencontre les plus connus du monde en réalité. Et même des gens étrangers qui, quand ils sont de passage à Paris, qui sont gays, ils vont aux Tuileries parce qu'ils savent qu'on peut aller aux Tuileries faire des rencontres sexuelles. Et on ne vous dira pas l'endroit. Voilà, vous trouverez par vous-même si vous voulez. On va pas donner des idées à ceux qui auraient de mauvaises idées, mais en tout cas, bon, les Tuileries, c'est connu pour ça. Et la police a balayé finalement l'essentiel de ce qu'il disait. Et donc on pense que c'est manifestement sous-estimé. Ce qu'on constate, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une victime par semaine sur 5 ans, et on constate qu'en 2022, c'est même une victime tous les 3 jours. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est parce que ça s'accélère d'une certaine façon, soit parce que les victimes commencent un petit peu à plus en parler, commencent à un peu plus en... Et la libération de la parole, c'est les mêmes dynamiques que mais là, on peut avoir que des hypothèses parce qu'on n'a pas d'informations, on ne sait pas très bien comment ça se produit. Peut-être aussi parce que les médias sont un petit peu plus attentifs, voient que on en parle un peu plus. Vous savez, il y a quelques années, on avait parlé des faux profils, notamment sur Grindr, sur les applications et tout. Donc ça revient quand même de temps en temps. On en parlait souvent vu de l'étranger. Enfin, c'était souvent en Égypte. C'est vrai, ou en Égypte. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que dans des pays de dictature, en réalité, le pouvoir piège les homosexuels, qu'il voue hégémonie évidemment, pour en faire des cibles politiques, et les piège directement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas du tout une réalité évidemment en France, mais on avait, c'est vrai, là où tu as raison, c'est ce côté volontaire. Ah là là, c'est absolument dégueulasse ce qui se passe dans d'autres pays. Et nous, on avait le sentiment qu'il manquait quelque chose d'un peu fort comme ça sur ce sujet en France. Alors, vous me dites que le son était très bas et vous devez être très déçu de ne pas avoir entendu Cayeux. J'ai essayé de modifier, vous me dites si c'est mieux. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Très fort chez nous, mais du coup, je ne sais pas si c'est mieux chez vous. Il faut mesurer ce que ça veut dire quand même qu'une ministre d'Emmanuel Macron, même si elle a été à la Manif pour tous, ce qui par ailleurs ne l'exonère pas. Vous m'entendez? Oui. Ils nous entendent nous, mais je crois qu'ils n'entendent pas. Je pense qu'ils entendent que dans le. On n'a pas entendu. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Là, je pense que ça a marché. Est-ce que ça a marché? Dites-nous si ça marche. Oui, super, fantastique. forcément. Ah bah ouais, c'est toujours ça. Et on parlait tout à l'heure des Tuileries, du coup j'en mets un autre. C'est un jardin extraordinaire. Est-ce qu'on spoil ou pas? Ouais, on peut spoiler un petit peu. Je sais pas si ceux qui nous regardent connaissent la voix de cette personne. C'est Charles Trenet. Ah putain, on aurait pu faire un quiz là. Ah bon, pardon. Blind test. C'est toi l'animateur. Hein. Ouais, c'est clair, je tiens pas du tout et Charles Trenet, on parle des Tuileries dans le documentaire. On met un peu cette chanson, parce que c'est cette chanson qui s'appelle Le Jardin Extraordinaire, qui, quand vous l'écoutez, a l'air d'être une histoire
très finalement mignonne et presque naïve, quoi, comme ça, sur un jardin magnifique, en fait, aurait, ça n'a pas, c'est ce qui se dit, voilà, aurait été en fait une métaphore filée de ce qui se passait aux Tuileries dans le cadre de rencontres sexuelles. Et si vous regardez les paroles, allez regarder les paroles du Jardin extraordinaire de Charles Trenet en 1957. D'ailleurs, il chante ses chansons avec beaucoup de joie, hein, mais c'est pas juste parce que c'est un jardin très gai, et c'est formidable d'ailleurs. Il parle de rencontres qui se font là-bas, de monsieur le maire et le sous-préfet qui vont là-bas, etc. Enfin, quand on lit les paroles avec ce double langage, d'une certaine façon, ça saute aux yeux. Voilà. Tout à fait, c'est comme le logo de Carrefour. Une fois qu'on voit que c'est un C, on ne peut plus voir autre chose que ça. C'était une métaphore sur la lecture de certaines choses avec un certain prisme. On avait une autre question. Dans la bande-annonce, on ne voit que des hommes. Est-ce que c'est parce que ces guet-apens n'existent que pour des personnes gays, ou est-ce que les lesbiennes sont concernées aussi? Alors les agresseurs, c'est sûr, c'est que des mecs. Que vous avez en tout cas recensé. Très souvent des hommes, enfin quasiment tout le temps. Il arrive parfois que dans certains guet-apens, notamment dans le guet-apens de Tarbes, donc je dis juste que Tarbes, on n'en a pas parlé finalement, je reviens un peu en arrière parce que on n'avait pas assez de personnes tout simplement pour parler de ça. Donc en fait on n'a pas assez d'images à montrer sur ce qui s'était passé. On voit que donc les agresseurs sont très souvent des hommes. C'est assez souvent dans les histoires qu'on a des hommes plutôt jeunes, parfois des gens de 15-16 ans, parfois des gens un peu plus âgés, jusqu'à la trentaine, etc. Mais bon, j'imagine qu'il y a aussi des agresseurs parfois un peu plus âgés, mais c'est souvent ça. Et est-ce que ces guet-apens n'existent que pour les personnes gays? C'est très majoritairement des hommes cisgenres, gays ou bisexuels. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une organisation, tout simplement, de la drague et de la rencontre sexuelle qui est très massive chez les gays, qui passe par les lieux de cruising, historiquement, c'est-à-dire où on se balade pour des rencontres sexuelles. Et nous, on a plusieurs lieux comme ça, les Tuileries à Paris, si vous cherchez bien, il y en a plein d'autres à Paris, il y en a partout. Des sortes de lieux qui sont connus pour être historiquement des lieux de rencontres sexuelles, plutôt isolés en général. Et aussi, bien sûr, évidemment, la fréquentation des applis de rencontres. C'est très important de dire, je pense, plusieurs choses. D'abord que, bien souvent, alors ça se passe plus ou moins bien, ces rencontres sur les applis, mais enfin, globalement, on peut aussi faire de chouettes rencontres. C'est pas du tout un documentaire pour faire peur, hein, ce qu'on fait. Mais qu'il y a parfois des gens qui en profitent pour faire des pièges, et qu'il faut redire aussi qu'évidemment, bien évidemment, les gens qui sont victimes de ces pièges n'ont pas à être jugés responsables ou coupables de ça. C'est très important parce que les victimes elles-mêmes, elles se sentent parfois responsables ou coupables en disant j'ai été vraiment trop bête, je suis tombé dans ce piège, j'aurais dû voir. Et en réalité, c'est impossible. Si quelqu'un veut vous piéger, c'est assez compliqué. Et donc, en tout cas, ne surtout pas blâmer les victimes pour ça. Je dis ça parce que souvent, quand on a sorti le teaser, la bande-annonce, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent mais qu'est-ce qu'ils foutent à draguer sur les applis? Qu'est-ce qu'ils foutent sur les lieux comme ça, dans le noir, la nuit, pour aller... En fait, les gars, désolé, c'est comme ça que s'organise pour beaucoup de gays qui vivent leur homosexualité de façon discrète ou pas du tout. C'est comme ça que s'organise une partie de leur vie sexuelle. Donc en fait, du coup, c'est la vie. Et par ailleurs, c'est une réponse aussi à une mise à la marge de sexualité. Donc on peut pas non plus en vouloir du fait que ces gens-là soient à la marge. Parce que de fait, les sexualités et les expériences sentimentales ne sont pas de fait les mêmes. On avait une autre question. Et donc, je finis juste sur la réponse. C'est quand même super important. Les femmes trans. Est-ce que les femmes trans... Donc exactement. Donc on peut répondre aux deux questions, à la tienne et à celle d'Atalen. C'est-à-dire que donc très majoritairement des hommes gays ou bisexuels. Pour nous, c'est vraiment dans le décompte qu'on a, qui est un échantillon encore une fois, et qui est pas du tout exhaustif et qui est sans doute largement sous-estimé. Beaucoup d'hommes gays ou bisexuels. On a travaillé aussi avec des associations comme Accept ST qui s'occupent des personnes transgenres, SOS Homophobie, Stop Homophobie. On a donc des hommes gays ou bisexuels dans le cadre de rencontres sexuelles sur Grindr ou sur les lieux de rencontre. Des personnes trans, il y en a.
qui nous dit AcceptST. Alors AcceptST ne fait des décomptes là-dessus que depuis 2021 de façon systémique, qui sont plutôt en connexion avec le travail du sexe. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que c'est dans le cas, par exemple, au bois de Boulogne, où il y a pas mal de personnes trans qui font du travail sexuel, eh bien, elles peuvent être ciblées parfois dans leur roulotte, quand elles travaillent en roulotte, par exemple, dans leur roulotte par des vrais faux clients, des gens qui sont un peu clients ou pas vraiment, on sait pas trop, et qui veulent les dépouiller parce qu'ils savent qu'elles ont du cash. Et donc, ils ciblent là encore un public particulier. Et on a même, nous, dans le documentaire, une forte présomption, ça aurait pu être même un cas qu'on aurait pu traiter, une forte présomption de guet-apens transphobe qui s'est passé à Reims en 2021. Et en fait, là, le problème, c'est que c'est un dossier qui est en cours d'instruction, qui va passer aux assises vers la fin de l'année 2023 à Reims, donc avec une personne trans qui a été tuée chez elle. En fait, en réalité, on n'a pas pu savoir, de la part des avocats ou de la part de la justice, avoir un peu plus de détails sur le fait si c'était bien un guet-apens ou comment la rencontre s'était faite. Donc, c'est un gros regret, parce que je pense que ça aurait été important aussi de parler de ça, d'autant plus que l'agresseur a déjà fait une tentative de meurtre sur une personne trans. Donc, on peut dire que là, il y a une forte présomption que la personne était ciblée pour ce qu'elle était. Et que là, en fait, le film, c'est aussi ça un peu, c'est qu'en fait, on parle au final, assez peu d'homophobie, et que là, en fait, le film parle pas de l'homophobie en général, mais de cette pratique qu'est le guet-apens. Guet-apens qui concerne plutôt, du coup, les gays. Voilà, et que, par exemple, Mediapart a traité dans la série Femmes à abattre, un des cas dont on avait parlé ici avec Lénaïque Bredoux, le cas de Vanessa Campos, et hop, je vous le remets, si vous voulez aller relire toute cette série sur les féminicides politiques, et ce que tu disais sur le bois de Boulogne, de fait, résonne énormément avec cet article-là. Et juste fini sur les lesbiennes, du coup, on a un cas de guet-apens lesbophobe. J'ai plus l'année en tête, mais il y avait un article de presse. Et c'est intéressant parce que, alors, probablement qu'il y en a plus, voilà, là encore. Mais ce cas, il est intéressant parce que c'est un homme qui s'en est pris à sa sœur qui était avec une femme, et donc dans le cadre de la famille. Et ça rejoint finalement les violences sexistes, les violences contre les femmes qui sont souvent exercées dans le cadre du foyer, de la famille, du cercle proche. Donc on voit bien qu'il y a aussi une spécificité en fonction des publics. Oui, complètement. Et David Perrotin, donc, qui a co-réalisé avec toi ce film, disait sur Backseat il y a quelques jours que le lien, en fait, et là je l'ai vu aussi, même raisonnement, qu'elle portait une jupe trop courte, sur ce que tu disais. Exactement. Mais en fait, il y a plein de choses qui résonnent avec tout ce qu'on a appris des féministes sur les VSS. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais ce mot tout à l'heure sur le fait de ne pas blâmer les victimes, shamer les victimes, chercher le mot, pardon, c'est un peu français, voilà, et de ne pas les blâmer parce que c'est exactement les mêmes mécanismes. D'ailleurs, dans l'interview, dans le documentaire, il y a un chercheur qui s'appelle Sébastien Chauvin, qui est sociologue à Lausanne et grand spécialiste de l'homophobie et notamment de la gayphobie et de la transphobie aussi, qui disait dans un extrait qu'on n'a pas gardé pour le documentaire, mais qui disait c'est vraiment assez frappant de voir le lien finalement entre la façon dont on rend coupable les victimes de violences sexuelles, de violences sexistes, pour leur façon de s'habiller, pour le fait d'être présente dans le noir la nuit, etc., juste parce qu'elles rentrent chez elles, et les victimes de crimes ou de délits homophobes. Les femmes, ça fait péder, comme disait Régine. Les femmes, ça fait péder, c'est très efféminé. Il y a Terence qui demande est-ce que vous avez pu rencontrer les entreprises derrière ces apps et ces applications donc, et les interroger sur d'éventuelles mesures de protection mises en place? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a une petite question sur la police aussi, ça peut-être viendra pour après, tu peux la mettre. Donc, c'est intéressant, très intéressant, parce que évidemment, ces plateformes, ces sites, ce sont des liens, des moyens de communication, donc, et donc on ne peut pas dire qu'elles sont responsables de ça. Simplement, il y a des cas différents. Grindr, par exemple, qui est le chef du marché, chef du marché extrêmement connu,
Grindr, donc qui est une application très très connue. Grindr fait toujours, quand on les interroge, une réponse standard en anglais, parce que c'est une entreprise américaine qui dit alors we're deeply sorry, on est vraiment désolé que ça se passe, c'est vraiment terrible, mais on peut vous assurer qu'on interagit avec la police dès que la police nous demande des éléments sur les éventuels agresseurs dans le cadre des enquêtes. J'ai demandé quand même à cette réponse standard qu'on lit dans tous les articles de presse qui concernent le sujet ou toutes les agressions en général, et Grindr ne répond pas quand on fait une relance, c'est-à-dire en fait normalement dans la vie on pose une question, si on n'a pas toute la réponse on redemande. Là Grindr ne fait pas le service après-vente, il n'y a pas de deuxième lame, donc on a uniquement cette réponse standard, et c'est vrai que Grindr, on a pu le constater nous-mêmes, collabore aux enquêtes, donne les informations quand il y en a, sur par exemple un compte Instagram lié, sur les informations de connexion des agresseurs. Et ça peut aider déjà parfois à résoudre évidemment des enquêtes. Il y a d'autres sites pour lesquels c'est beaucoup plus problématique, et un des sites dont on parle beaucoup, vous verrez dans le documentaire, c'est même pas un site, c'est une plateforme en fait, c'est un site bêta que vous pouvez activer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, assez rudimentaire et assez moche en réalité, vraiment très classique, qui ressemble vraiment au début d'Internet, qui s'appelle Coco. Coco anciennement. J'ai découvert dans le film. Ouais. Mais très utilisé, probablement des millions d'utilisateurs en France. Coco.fr anciennement, devenu Coco.gg pour les îles Guernesey, qui est un paradis fiscal. Comme ça, il y a encore moins de traces, puisque Coco a déjà été mise en cause dans beaucoup d'affaires. Son nom a été cité dans beaucoup de dossiers qui concernent des violences homophobes, mais aussi des affaires de pédocriminalité, enfin des choses, des histoires très très lourdes. Et ce site, quand on leur demande des comptes sur ce qu'ils pensent globalement de ça, il y a pas de réponse en fait, tout en réalité. Et c'est intéressant Coco parce que c'est aussi un site qu'utilise, c'est ce que nous disent des interlocuteurs dans le documentaire, notamment Thomas Vampouille, directeur de la rédaction de Tétu, qui a fait une petite enquête sur Coco. Ce qu'ils nous disent, c'est que en réalité, les agresseurs, ils savent que sur ces sites, ils vont trouver des gens qui vivent leur homosexualité de façon plutôt discrète, puisque c'est un site sur lequel c'est très facile de rentrer. Vous n'avez pas à vous identifier très formellement, et donc du coup ils se disent que c'est plus facile parfois de cibler ces gens-là. On a plusieurs cas nous où des gens ont été ciblés sur le site Coco. Donc juste un truc, puisqu'on parle des applis, etc., le documentaire il va être accompagné, tu l'as fait au début de l'émission et c'est important, et nous on va le faire aussi, du conseil de Nicolas Certes de SOS Homophobie pour tenter d'éviter quand même les situations qui sont qui peuvent être un peu problématiques. Et finalement son conseil principal, c'est un peu le bon sens. Quand on sent que ça va pas le faire, quand on sent un truc chelou dans la conversation, et je pense que c'est des choses qu'on met déjà en place en réalité sur ces applis là, mais quand on sent qu'il y a un truc qui va pas le faire, déjà ça peut mettre une puce à l'oreille. Mais bon, c'est parfois on a aussi des personnes dans le documentaire qui avaient eu l'impression de rencontrer quasiment la personne de leur vie et qui se font. C'est justement, mais c'est ça qu'on voit énormément et qui moi m'a marqué en voyant le film, c'est qu'en fait précisément ils s'attaquent à des personnes qui sont dans le placard, à des personnes, enfin ils savent ce qu'ils font et ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, donc ils disent ce qu'on a envie d'entendre. Et par ailleurs, moi ce qui m'a étonné, c'est que justement il y a un côté hyper commun. Moi, j'ai déjà vécu donc sans que ce soit des agressions. À la fin, je me suis pas fait ni frapper, ni violer, ni machin. Mais moi, en tant que gay, de fait, vous le savez, à Marseille, il m'est arrivé de me retrouver séquestré chez un type qui m'a demandé, attention, c'est bizarre, de monter un meuble Ikea en m'enfermant. Donc c'est pas du tout la même chose, tu vois. Travail forcé en fait. C'était et voilà. Et il m'a dit, une fois que j'avais monté le meuble, il m'a dit, maintenant tu dégages. Et vraiment, c'est des trucs où je ne. J'en ris, mais c'est pas drôle du tout parce que c'est une vraie séquestration. Ouais, mais j'avais pas réalisé avant de voir ce film que en fait ça aurait pu être bien pire, etc. J'avais 20 ans, j'étais jeune et très enthousiaste. Et en fait, depuis que donc la bande-annonce est sortie, c'est vrai que ça parle dans le milieu et ça réveille quelque chose chez plein de gens. Moi, j'ai une expérience assez folle, c'est qu'à partir du moment où moi aussi je suis gay, j'ai plein d'amis gays évidemment. J'adore les homosexuels. Les homosexuels. J'adore. Moi-même, j'aurais adoré être un homme homosexuel. Et
Et du coup, j'ai été frappé de voir que le nombre quand je discutais de ce que j'étais en train de faire, beaucoup d'amis ou d'amis me disaient que eux-mêmes ou une connaissance avait été victime de guet-apens. J'appelle une dessinatrice, Alix Garin, dont vous verrez les dessins pour faire ce projet. Elle vit à Bruxelles, en Belgique, et elle me dit j'accepte volontiers ce projet parce que un de mes très bons amis a été victime de guet-apens. Donc, en fait, on voit comme ça une sorte de face cachée d'un iceberg immense en réalité. Et je pense que ça, en effet, moi, j'ai eu plein de gens sur les réseaux sociaux depuis la bande-annonce qui disent, moi aussi, etc. Et je pense que c'est important que cette parole se libère, que finalement la honte change de camp, c'est-à-dire en fait il n'y a aucune raison de se sentir coupable que ça nous soit arrivé. C'est important et je pense de porter plainte quand même, et plus de gens porteront plainte, plus des fois il y aura un accueil difficile de la part de la police, souvent par incompréhension en réalité et méconnaissance, mais il faut quand même le faire et surtout visibiliser ce phénomène, et c'est pour ça qu'on voulait faire ce documentaire. Et justement, on en revient à la question de Terence de tout à l'heure. Sous l'impulsion notamment des mouvements féministes, la police et la gendarmerie ont été amenées à revoir la manière dont elles accueillaient la parole des victimes de violences, en sachant qu'il y a encore beaucoup de travail en la matière, comme l'a déjà documenté Mediapart. Quid de la situation pour les victimes LGBT? Dans le film apparaissent une asso, Flag, asso de policiers LGBT que vous faites parler. Justement, quel est le Leur constat, c'est que les choses, Flag, c'est un peu particulier parce que c'est une asso de policiers LGBT, mais qui a aussi un rôle institutionnel, parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas, bonjour Gérald Darmanin et les prédécesseurs, il n'y a pas de personnes référentes au sein du ministère de l'Intérieur sur les questions de discrimination en réalité. C'est-à-dire qu'il y a personne qui coordonne la politique du ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là. Donc il n'y a pas en gros de monsieur LGBT. Il y a des référents LGBT dans les commissariats, enfin dans les départements, qui sont censés être activés quand il y a un cas comme ça. Et en réalité, Flag, ce syndicat de policiers, donc il y a aussi un petit rôle institutionnel puisque c'est lui qui fait le travail souvent bénévolement en réalité au sein du ministère de l'Intérieur. Flag constate que ces référents, il y en a une grande partie qui sont pas opérants, c'est-à-dire ils ont fait un testing en envoyant un email en disant salut, on est Flag, est-ce que vous travaillez bien sur ce sujet? Et les gens ne répondent même pas. Donc en fait c'est extrêmement défaillant. Et sur l'accueil, du coup, moi, j'allais juste dire quand même, Gérald Darmanin, on se rappelle qu'il a commencé un peu avec Christian Van Est, et justement, il était un des fervents défenseurs des manifs pour tous. Ouais, mais après, je pense qu'il y a une question au-delà des personnes, il y a une question systémique, c'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on dit dans le documentaire, je veux pas tout spoiler, mais avant 1982, je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent, et les plus jeunes notamment. En fait, on a l'impression que aujourd'hui, il y a beaucoup de visibilité, qu'il y a beaucoup de facilité, en tout cas, par exemple, plus en milieu urbain ou dans certains cercles familiaux, de dire son homosexualité. En réalité, jusqu'en 1982, l'homosexualité, c'était un délit en France. Donc, les homosexuels, ils étaient traqués par la police. Et 40 ans plus tard, le ministère de l'Intérieur se fixe comme objectif, par contre sans avoir de personnes qui s'occupent de ça, de défendre les victimes. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on constate, c'est que le changement, il est lent à se faire. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Il faut pas dire que ça n'avance pas un petit peu, mais je pense que pour en revenir par rapport à la question de Terence, justement, et notre discussion de tout à l'heure sur le parallèle avec les violences sexuelles, je pense que la prise de conscience commence à se faire sur les violences sexuelles par les policiers, les policières de bonne volonté par rapport à ces faits-là. Il y aura toujours des policiers la police représente l'ensemble de la population française. Donc il y a peut-être des gens, quand on vient les voir pour des violences, et on a documenté parfois ça sur Mediapart évidemment, pour des violences sexuelles, qui vont balayer ça ou qui vont même maltraiter les victimes. Mais il y a une prise de conscience qui commence sur les questions de violence sexuelle, y compris parce qu'il y a une pression de la société très forte en réalité. Et je pense que sur l'homophobie, on est un peu en arrière. On est encore en arrière. Il faut dire qu'il y a eu quand même un mouvement féministe qui a mené des victoires, des batailles, et qui a eu des victoires. Évidemment. Et il y a de la visibilité de ce mouvement. Or là, on parle de victimes qui sont souvent silencieuses. Et pour des raisons qu'on ne peut pas blâmer, puisqu'elles sont silencieuses finalement à cause de l'homophobie en réalité. Et on l'a vu
vu dans les manifestations, même du côté des forces de l'ordre, on peut entendre encore souvent. Oui, des insultes homophobes pour dénigrer la personne qu'on a en face. Mais on l'entend aussi dans les stades et on l'entend aussi dans plein de lieux de la société. Voilà. Et justement, pour revenir à ce que tu disais, moi, ça fait, quand j'ai vu ce film, écho à un autre documentaire que j'ai vu sur France 5 en septembre dernier de Ariane Chemin et Emmanuel Hamon, qui s'appelait donc Les derniers condamnés pour homosexualité. Je vous montre la bande-annonce, encore une fois. Celui-là n'est pas disponible, et encore moins sur Mediapart parce que il est pas, mais là, il va bientôt être le mois de juin, et on sait qu'au mois de juin, toutes les télés et tous les médias se rappellent des LGBT, donc peut-être qu'il reviendra. Moi, je lance un appel. Et là, on a les 10 ans du mariage des couples de même sexe le 23 avril. On croise les doigts pour qu'il revienne, je vous mets la bande-annonce, et après, on espère qu'il reviendra en replay. On n'en parle pas, non. On parle pas de ça, non. Vous êtes coupable de qui vous êtes. On n'y peut rien, vous êtes né coupable. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu en pensant que j'étais presque un assassin ou un voleur. On avait intégré l'idée que, oui, de temps en temps, on se fera embarquer par les flics parce que c'est comme ça, quoi. On est condamné plusieurs fois, pas que 2 peines. C'était des peines permanentes. On vous aime bien, mais dans les placards, éventuellement morts, mais ne sortez surtout pas des placards. On vivait la terreur. C'est dur à comprendre, mais on vivait la terreur. Faut jamais oublier que l'histoire de France, c'est une histoire hétérosexuelle, blanche et catholique. Qu'est-ce que vous pensez d'un homosexuel? Un homme que la nature n'a pas construit comme il devrait l'être. Ce sont des gens qu'il faut soigner, ce sont des malades. On soigne toutes les maladies. Voilà, donc moi vraiment je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a une phrase dans cette bande-annonce où il y en a un qui dit on avait intégré que de temps en temps on se ferait embarquer par les flics parce que c'est comme ça. Et j'ai l'impression que dans le doc, on se dit qu'on a intégré le danger d'être PD parce que c'est comme ça, et le danger, on va peut-être un jour se faire agresser, peut-être ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a... Je sais pas, parce que justement, je pense qu'on a une époque un peu... Les temps ont passé, et donc du coup, je trouve que justement, il y a peut-être chez beaucoup de gays, et c'est très bien, l'idée que du coup... on n'est plus forcément à cette époque-là. Et encore une fois, le film, il n'est pas là pour faire peur du tout. Il est là pour rappeler que parfois ça peut arriver, et surtout en fait, plutôt que de centrer, c'est pas du tout un documentaire sur la menace, la grande peur, etc. C'est un documentaire sur l'homophobie qui reste présente dans la société. C'est un documentaire sur malgré des droits nouveaux acquis, comme tu l'as dit au début de l'émission avec le livre de Rosen, dans une forme de douleur en réalité, et dans une forme d'amertume très forte. Et on peut dire aussi que tout ce qui s'est passé au moment du mariage des couples de même sexe a aussi légitimé, parce que c'est de la parole homophobe déversée dans l'espace public. Et que d'ailleurs les violences avaient augmenté, ça a été documenté. Évidemment, voilà. Donc j'ai perdu le fil, mais c'est un film sur l'homophobie, c'est un film sur l'homophobie qui reste, et c'est le film sur maintenant, ça pose une autre question, je dirais, par rapport à la question de ce que racontent ces hommes qui ont vraiment vécu des décennies dans le placard, ce qui n'empêchait pas par ailleurs de vivre sa vie, mais avec cette menace de l'État, quoi, finalement réprimant ta sexualité. Là, je pense que on est une période intéressante en réalité, c'est-à-dire que par exemple, il y a une loi dans le code pénal, une loi a été votée qui a mis dans le code pénal la circonstance aggravante pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ça, c'est un ajout récent, l'identité de genre. Et c'est important parce que ça veut dire que la justice a les moyens d'aggraver les peines, en tout cas de faire reconnaître l'homosexualité, l'homophobie, sur la raison, la motivation de l'agresseur. Et en fait, on voit, il y a plein de problèmes qui empêchent que ce soit le cas. Ouais. Et pourtant, la loi est faite pour que l'interprétation de cette circonstance aggravante elle soit assez large en réalité. Donc ça veut dire que il y a encore, on est
il y a, par rapport à avant, il y a des cadres, des lois qui existent. Vous demandez aujourd'hui, on a un procureur dans le documentaire. Le procureur nous a redit pendant l'entretien que la lutte contre l'homophobie faisait partie de la priorité des politiques pénales. C'est ce que racontent tous les ministres de la Justice. Et malgré tout, il y a très peu de condamnations avec cette circonstance aggravante pour homophobie. Donc c'est la croix et la bannière pour que cette circonstance. Voilà, c'est parfois compliqué. Alors c'est un peu technique, mais c'est un peu compliqué parfois. En tout cas, les procureurs estiment que c'est parfois compliqué de l'établir. C'est-à-dire que s'il y a eu des insultes homophobes, s'il y a en face quelqu'un qui dit j'ai insulté personne, on va dire il n'y a pas forcément de preuves. Mais il arrive parfois, on a des cas quand même assez intéressants. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des les politiques, les façons de se comporter sont pas vraiment harmonisées. C'est-à-dire que au parquet de Paris, on nous dit, on constate que sur une affaire où c'est une utilisation de Grindr par de jeunes agresseurs en série pour cibler des gays et les voler, dans ce cas-là, pas du tout d'homophobie dans le dossier, et simplement au procès des questions qui sont: est-ce que vous êtes homophobe, est-ce que vous voulez vous prendre un des gays, l'agresseur dit non, puis voilà, en fait il s'excuse et du coup on n'interroge pas davantage que ça. Et en même temps, le parquet qui nous dit récemment sur une appli de rencontre, un site de rencontre, ça s'appelle lespompeurs.com, il y avait des agressions en série. Là, cette fois-ci, on a mis la circonstance aggravante d'homophobie. Donc on voit bien qu'il y a des critères vraiment à définir mieux. Et encore une fois, il y a une loi qui existe. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment à la même époque, au sens où c'est affirmé comme des priorités de politique pénale, mais maintenant, il faut y aller plus clairement. Justement, il y a dans le doc, il y a Mathieu Fouché qui parle à un moment, qui donc est journaliste et militant PD, comme il se définit, qui raconte à quel point en fait, face à la justice s'attend à avoir une image type d'un homophobe qui serait un néo-nazi avec un pamphlet homophobe dans les mains, alors qu'en réalité, il raconte que l'homophobie est beaucoup plus diffuse, et que c'est beaucoup plus compliqué de dire en fait ça c'est homophobe ou pas. Et tu le disais au début, le lieu de drague le plus connu du monde, tu vas chercher quelqu'un là-dessus, et en fait finalement c'est pas caractérisé. Voilà, et ça rejoint une autre question, c'est-à-dire que en gros il y a 20 ans, moi je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, on parlait, spoiler, j'ai 42 ans, quand on parlait des agressions homophobes, on parlait beaucoup de l'extrême droite, et de fait il y avait des skins qui s'en prenaient aux gays. Maintenant, quand vous écoutez la conversation générale, on vous dit que tous les agresseurs sont racisés, des quartiers populaires. Et nous, dans notre documentaire, justement, Mathieu et d'autres, y compris la personne de Flag, le syndicat des policiers, nous disent que, en fait, en réalité, les agresseurs, ils sont assez divers. Alors, il y a évidemment de l'homophobie qui existe dans certains quartiers, et les LGBT de certains quartiers le savent eux-mêmes pour le vivre. Mais ce n'est pas uniquement dans ces quartiers-là. Et donc, du coup, ce documentaire, il était aussi pour montrer que il y a finalement que ça se passe dans beaucoup d'endroits, et qu'il ne faut pas plaquer un modèle forcément de l'agresseur. Et il nous montre surtout que l'homophobie est partagée par plein de gens, en réalité, de cercles, de milieux, d'origines différents. Et qu'à l'inverse, les victimes sont tout aussi diverses, de différents milieux, et qu'il y a autant de personnes agressées, ça va être atroce de le dire comme ça, mais autant de personnes agressées qu'il y a d'homosexuels, quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas un schéma. Alors, pas autant, fort heureusement, mais t'as pas un schéma, même si, quand même, il y a cet aspect-là du placard, qui, en fait, de la personne qui ne va pas se... Il y a cet aspect du placard, il y a aussi de purs clichés, c'est-à-dire que des clichés qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres communautés, par exemple sur les agressions contre les Chinois à Paris, c'est cette idée qu'ils vont être riches, qu'ils ont du cash. C'est ça le truc. Pour ce qui concerne les Chinois, pour les gays, ça peut être souvent c'est un homme plus âgé que moi, il est gay, il vit à Paris ou dans une ville, donc il va être riche. Donc il portera pas plainte. Et dans le documentaire, vous verrez, il y a un monsieur qui s'étonne, qui témoigne de façon anonyme parce que il a 70 ans et son homosexualité, elle est pas connue. Donc il fait partie de ces gens qu'on a vus dans ce documentaire d'Ariane Chemin, qui ont vécu ces périodes où l'homosexualité était complètement un délit. Et il dit, je comprends pas, en fait, ils m'ont dit des insultes homophobes, et après ils ont cherché frénétiquement, me demander si j'avais pas des Rolex, tu vois. Donc en fait, ça rejoint largement d'autres types d'agressions, xénophobie, antisémitisme, etc. Et donc les mêmes clichés qui sont toujours accolés. Et justement, alors on va poser la question sur faire parler les agresseurs et tout, mais là je vois qu'il y a une question hyper importante. Le placard, pardon.
Ouais, je sais. Peut-être être dans le placard, ça veut dire ne pas, j'aime pas le mot assumer parce que c'est pas une faute, ne pas dire son homosexualité publiquement. Ça veut dire. Et en fait, moi j'ai été frappé en voyant ce documentaire, enfin en le faisant, parce que je l'ai vu, mais je l'ai fait aussi, avec Sarah Boite et David Perrotin, été frappé de voir que finalement le placard, il nous concerne, enfin je parle en tant que gay là, il nous concerne finalement encore beaucoup. C'est-à-dire, qui peut dire vraiment que dans l'ensemble des aspects de sa vie, il est out Out, ça veut dire hors du placard, Hors du placard. voilà, qu'il ne ment pas. Eh ben, même moi, je peux pas dire que c'est complètement vrai parce qu'il y a des gens que je rencontre parfois. Je vais pas forcément, si je parle de ma vie perso, je vais ne pas le dire. Oui, complètement. Mais c'est la spécificité de cette oppression par rapport au sexisme où, par exemple, on le voit plus facilement, par rapport au racisme où l'oppression est partagée en général avec sa famille. Là, c'est celle, t'es obligé d'annoncer un peu que ton oppression. Donc, Donc je pense que c'est quasiment aucun gay, aucune lesbienne qui peut dire je suis totalement dans tous les actes de ma vie out, et voilà. Ça veut pas dire qu'il faut partout dire avec qui on couche ou programmer sa sexualité, c'est juste qu'il y a plein d'occasions dans la vie où on vous pose des questions sur vous, sur votre vie perso, et il y a des fois où vous dites pas en réalité. Complètement. Il y a une question très importante de Kyoba sur le décor. On nous pose tout le temps des questions sur le décor. D'habitude, il y a un drapeau LGBT dans la déco, je ne le vois pas aujourd'hui. En fait, je l'avais mis, mais on a bougé le livre de Rosen, et du coup, il est juste derrière le livre de Rosen. Problème et dans le déco, décor, voilà. je préfère. Donc, je dis le livre de Rosen, je vais le répéter plein de fois parce que je pense que ça va être très bien, qui sort le 3 mai à lire. Juste à côté, il y a la revue du Crieur qui, hasard de calendrier, dont le thème est la puissance des savoirs trans, voilà. Et sinon, il y avait donc l'autre question tout à l'heure sur les agresseurs. Sur la violence peut-être. C'était voilà, dans la bande-annonce, on peut voir témoigner un agresseur. Avez-vous pu en rencontrer beaucoup? Explique-t-il les raisons de ces agressions et ce qui pousse à passer à l'acte, sans trop spoiler, parce qu'il faut que. Mais rapidement, ça nous paraissait important d'entendre ce qu'ils avaient à dire sur les raisons des années après ou des mois après de ce qu'ils avaient fait. Et on a deux cas assez différents. On en a un qui a été un des meneurs d'agression en 2018, qui depuis a continué à faire des vols, des trafics, etc. Qui a fait à 19 ans, il a fait déjà beaucoup de prisons et de centres éducatifs, etc. Et lui, il est dans la position du regret, de dire maintenant j'ai changé, j'ai une nouvelle vie. Voilà. Et on a filmé son procès. Que vous verrez au début du documentaire, et il est filmé juste après son audience. Et là, il dit voilà, moi j'étais une autre personne, et il essaye d'expliquer, mais il explique aussi la banalité de l'agression homophobe, c'est-à-dire un groupe de jeunes garçons qui sont à Besançon, qui s'ennuient en réalité le 14 juillet. Comme ils n'ont rien à faire, ils décident de taper des PD, comme ils disent. Hein, voilà. Et du coup, cette évidence-là, elle est quand même assez troublante en réalité. Ils auraient pu faire plein d'autres choses en réalité. Oui, c'est vrai. Et puis on a, oui, c'est ça. Et on a un deuxième personne qui lui a été condamné dans le cadre d'une série de guet-apens qui avait eu lieu sur Grindr donc l'an dernier. Il a été jugé plus rapidement en comparution immédiate, et il a pris 2 mois de prison pour escroquerie, parce que c'est ça que les jurés ont, la justice a pu objectiver, mais il faisait partie il était là en fait pour certaines de ces agressions, et lui nous a un peu étonnés parce qu'il venait, je crois, dans une envie d'être finalement de dire un peu la même chose, c'est-à-dire je suis passé un peu après, j'ai compris, j'ai fait de la prison, je veux plus vraiment faire. Le cœur de son discours, c'était pas ça. Quand on lui posait quelques questions, c'était vraiment en lui disant mais qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi vous avez fait ça? Et lui finalement a un peu justifié ses agressions en disant c'est plus facile, les gays ils ouvrent la porte plus facilement, ils sont plus naïfs, etc. C'est un moment un peu glacial, un peu glaçant, un entretien que moi j'ai trouvé assez glaçant, et qui explique là encore une sorte de facilité du passage à l'acte. Et pour moi, il y a un enjeu vraiment central au-delà de toutes les
toutes les questions un peu de diversion qu'on peut se poser sur ces sujets-là, c'est de dire comment ça se fait qu'un gamin de 19 ans fasse ça en réalité. Ouais, le problème n'est pas d'ouvrir la porte, mais de rentrer chez quelqu'un pour le tabasser et le voler. Ça, voilà. C'est pas ouvrir la porte le problème, exactement. Et du coup, est-ce que le monde politique s'est emparé de ces sujets? Son éventuelle réponse est-elle à la hauteur? Alors, ce qu'on voit souvent du monde politique, c'est évidemment du désintérêt ou, on a cité Caroline Cailleux, parfois d'autres choses très problématiques. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Il faut savoir que ça, c'est pas le pire, c'est qu'en fait, juste avant, elle réitérait ses propos sur... Oui, c'est ça, ça a persisté, signé d'une certaine façon. Et puis, il y a, toujours pareil, en général, des premiers concernés, donc c'est-à-dire des parlementaires qui sont LGBT eux-mêmes, qui s'emparent un peu du sujet. C'est le cas d'une personne que vous verrez dans le documentaire, qui s'appelle Raphaël Gérard, qui est un député de la majorité, député macroniste, mais qui, depuis des années... alerte sur ce sujet. Il a alerté il y a 2 ans sur la recrudescence, qu'il appelait la recrudescence des guet-apens homophobes. Et lui, il dit finalement ce qu'on dit aussi, c'est que d'ailleurs, il a fait passer des lois dans le dernier quinquennat pour améliorer un peu les choses. Mais après, il y a un temps d'adaptation de la justice, de la police. Et là, il dit aussi qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Donc là, il y a Safoux qui nous dit, petite aparté, merci de faire l'émission pendant le discours de Macron. Mais c'est qui? C'est beaucoup plus intéressant, merci. Je fais ma petite aparté comme d'habitude pour dire que si vous voulez vous abonner à Mediapart pendant 1 mois gratuitement, il y a une offre spéciale pour cette émission Twitch qui est juste en dessous de la vidéo si vous nous regardez en direct, et que c'est 1 mois gratuit, sans carte bleue et sans engagement et sans renouvellement. Donc franchement, je ne comprends pas si vous n'êtes pas abonné à Mediapart, pourquoi vous ne le faites pas immédiatement. En plus, ça vous permettra de voir le film, mais que s'il y a des gens autour de vous qui veulent voir ce film, va y avoir une offre, elle n'est pas encore active, mais va y avoir une offre, je crois que c'est un peu moins de 5 € pour voir le film et être abonné pendant 1 mois, donc vous pouvez profiter de tout le reste de Mediapart, et 5 € c'est quand même vachement moins cher qu'une place de cinéma, ou que c'est... Voilà, donc c'est très bien, et que en plus de ça, ces nouveaux projets vidéo, donc ceux-là, mais il y en a eu d'autres, peut-être qu'on va pouvoir repasser sur le reste de ton boulot à Mediapart. Récemment, il y en a eu un sur les sorties, là, PSP, parcours de sortie de la prostitution, qui a été fait aussi par le pôle vidéo. Il y a eu donc la vidéo sur les violences à Paris. Enfin voilà, il y a plein de projets vidéo que vous menez en plus de l'émission à l'air libre que vous continuez de faire, et que pour ça, il y a vous pouvez aussi faire des dons ponctuels, et je crois qu'il y a même une commande pour ça. Je vais le faire en direct live. Ouais, pendant que tu fais ça, du coup, moi, je peux répondre à une question que je vois là. Est-ce que pour Mediacrash, vous allez faire le tour de France des cinémas pour le film? On va essayer de sensibiliser. On a déjà commencé à le faire des cinémas pour essayer notamment parce qu'il y a cette actualité un peu toujours du printemps. Et là, il y a les 10 ans du mariage des couples de même sexe. Il y a la Journée mondiale contre l'homophobie le 17 mai. Il y a la saison des marches de fierté, si on peut dire. Et du coup, on essaye de mobiliser des cinémas pour le montrer. L'idée vraiment, c'est que, et d'ailleurs moi je m'adresse aux gens qui nous regardent, si vous, vraiment dans tous les cercles, si vous êtes dans des cercles d'éducation populaire, si vous êtes dans des réseaux d'enseignants, si vous êtes dans des assos LGBT ou qui s'intéressent aux questions d'éducation, puisque c'est des questions aussi d'éducation, évidemment, l'éducation à l'homophobie, si vous voulez montrer le film dans un contexte particulier, organiser des discussions dessus, avec ou sans nous, on n'a pas besoin d'être là à chaque fois, vous pouvez nous demander, et on sera très content de vous aider à le montrer. Alors on repasse sur... Il y a une question du tout début, Remdala qui dit « Salut l'équipe, pourquoi avoir arrêté à l'air libre tous les soirs? C'était sympa ». C'était sympa, c'est vrai. C'était sympa. Sinon, c'était explosé. Énormément de travail. C'était beaucoup lié. On a continué l'année dernière, donc en 2021-2022, parce qu'il y avait la campagne présidentielle, donc il nous semblait très important d'avoir un rendez-vous quotidien en cette période-là. Ça veut d'ailleurs, c'est tout à fait possible qu'un jour on retrouve ce rythme quotidien. Ça dépend aussi voilà, dans des échéances comme ça. Là, on a essayé en fait,
on n'arrête pas d'expérimenter. On est un petit pôle vidéo, on est 8 personnes, 7 personnes, et donc du coup, on n'est pas tant que ça pour produire des choses. Donc du coup, on n'arrête pas d'expérimenter des choses. Au début, on a mis beaucoup d'énergie sur l'émission quotidienne. Là, on a un peu réduit la voilure là-dessus, essayer de faire plus de contenu pour nos abonnés à forte valeur ajoutée. On se rend compte aussi là maintenant que du coup, comme vous, il y a pas mal de gens qui nous disent ça nous manque un peu, donc on va peut-être essayer de fidéliser un peu plus. Moi, ça n'a pas aidé parce que du coup, j'étais pas là pendant plusieurs mois pour faire ce documentaire. C'est un long travail, un documentaire. Et donc voilà, donc on essaie d'ajuster un peu toujours en permanence, mais voilà, j'imagine qu'on va retrouver des rendez-vous un peu plus réguliers. Mais apparemment, en plus, il y a eu aussi des grosses émissions spéciales. Donc, il y avait Exactement. la PPDA, il y avait l'émission sur les retraites, là, avec une quarantaine d'invités. Ouais. Il y a aussi des moments forts. Ouais, en fait, on a testé, depuis 3 ans, on peut dire qu'on a testé beaucoup de choses. On teste des documentaires, donc là, c'est le 2e. On a testé le format des émissions. On a testé déjà des émissions dans ces nouveaux locaux où on est depuis 1 an et demi. On a testé, je crois, ici. Donc, l'émission retraite, c'était ici. L'émission victime de PPDA, les 20 femmes, c'était en haut. Il y a notre studio qui est là-haut. On a fait aussi des émissions. On teste des formats plus anciens qu'on faisait avant à Mediapart dans les anciens locaux, c'est-à-dire un peu l'Agora où il y a plein de gens. Des formats plus événements, encore plus événements comme où on a cette émission pour Patrick, pour les victimes de Patrick Poivre d'Arvor, pour lesquels on a fait un pupitre spécial. En fait, en quelques jours, il y a notre studio où on fait beaucoup d'émissions. Donc, on teste pas mal de choses et c'est plutôt joyeux. Ouais, très. Plus cette émission qui est pas gérée par le pôle vidéo, mais qui est aussi un nouveau format. Gérée de main de maître. Merci. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez continuer même sur Guet-apens. Et est-ce que À l'air libre sera un jour à l'air libre ou vous allez rester en studio parce que ça n'a pas de sens, hein. Vous pourriez ouvrir les fenêtres, je sais pas, faire quelque chose. Faire ça dehors. C'est ça, sur un toit terrasse. On va faire ça. À titre d'information, quel a été le coût de production de ce documentaire? Est-ce que tu le sais? Un documentaire, c'est cher. C'est cher, c'est faire de l'image, c'est beaucoup de gens qui travaillent dessus. Faut qu'on fasse les calculs. Abonnez-vous. On a lancé. Vous pouvez aussi vous abonner, mais vous pouvez aussi faire un don. Ça peut être l'autre. On a lancé. Je pense que tu peux le donner le site peut-être. De quoi le don? Donorbox. Donc c'est c'est sur il y a une façon de nous soutenir qui est plus ponctuelle, mais qui est importante aussi, qui est de faire des dons pour soutenir ce projet, les autres, les suivants, et nous aider à réussir à soutenir un peu ce genre de choses. C'est vrai que à l'air libre, pas à l'air libre. Et là, il y a une autre question de Lunatique 166. Est-ce que le nom Guet-apens a été choisi pour l'homophonie ordinaire avec gay tapant? Non, pas vraiment. C'est que c'est souvent. D'abord, c'est Guet-apens. Il existe dans la loi un motif de guet-apens, c'est-à-dire le fait d'attendre et de piéger des gens sur un lieu précis. Nous, on se rend compte, là où c'est intéressant, pour amener un petit peu d'informations, c'est que depuis 2018, entre 2018 et la moitié, mi-2022, ces derniers chiffres disponibles du ministère de la Justice, il y a eu 11 condamnations pour guet-apens homophobes. Donc c'est très peu. Ouais. Non, c'était pas une blague en fait. C'était pas une blague. C'était pas un jeu de mots. On aurait adoré. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va discuter que tous les deux, on va papoter. Okay. Mais allez-y, posez des questions. N'hésitez pas. Je veux voir si on en avait d'autres au-dessus, mais je crois que tout le monde est avec Macron là. Les associations luttant contre ce fléau. Elles vont le voir. Oui. On a beaucoup travaillé donc avec 3 associations qui sont assez connues. SOS Homophobie, Stop Homophobie, Accept ST. Elles nous ont aidés pour les décomptes. Pour essayer de faire tout en disant elles-mêmes que évidemment il y en a beaucoup plus, et elles vont voir ce documentaire demain. On a une avant-première à Paris et on a invité un certain nombre de personnes qui nous ont aidés pour ce documentaire dans ces associations. On verra. Certaines nous disent déjà que une fois qu'elles l'auront vu sur Mediapart,
peut-être que ça pourrait participer à des débats, des discussions dans le cadre de leurs assos. Tout à fait. Et il y a une avant-première demain à Bastille, et donc c'est au Majestic Bastille, et il reste genre 20 places. Je crois, qu'il reste pas beaucoup de places. Si vous êtes à Paris et que vous êtes libre demain, tu peux donner le lien peut-être. Je sais pas. Je crois qu'il y a une commande et que je crois qu'on a une commande, mais je suis pas sûr. Mais donc vous allez sur le site du. Ouais, voilà, avant-première. Voilà. Mais merci, Jade. C'est bien fait. Bravo, Jade. Elle est trop forte. Donc voilà, mais il reste vraiment très très peu de place. Mais allez-y, il faut que ce soit rempli. Battez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un effet de toute puissance des agresseurs sur les queers et que cet effet commence dès l'école, où très souvent le harcèlement homophobe n'est pas pris au sérieux, quels peuvent être les leviers d'action d'un point de vue national. Eh bien, je ne suis pas le ministre de l'Éducation, mais c'est vrai qu'on est frappé. En fait, on est impacté tous les jours par des cas qui touchent les queers, les gays, les lesbiennes, les personnes trans, et qui sont en effet le cyberharcèlement, le harcèlement à l'école, les agressions dans la rue parce qu'on croise un gay ou une lesbienne et qu'on décide que ça nous dérange, enfin de la part des agresseurs bien sûr, ou ces pièges-là, on voit une palette de choses. Moi, je pense qu'il y a un enjeu, évidemment, enfin, comme je disais tout à l'heure, comment expliquer que des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans décident que ça doit être ça la cible, en réalité. Je crois pas que je sais pas là ce soir que je vais édicter un plan national, mais en revanche, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est des choses que j'avais lues et vues, mais c'est encore différent de le voir s'incarner dans ce que nous disent les victimes ou dans ce que projettent les agresseurs. C'est qu'il faut quand même s'interroger pas juste sur l'école, ou en tout cas, si on s'interroge sur l'école, il faut s'interroger sur les questions de genre à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que, et c'est ce que dit aussi Sébastien Chauvin assez fréquemment, et peut-être ça, je sais pas si c'est d'ici, mais je pense qu'il faut continuer à le dire. En réalité, c'est que l'homophobie, particulièrement la gayphobie, elle se construit très tôt dans la relation entre les garçons. C'est-à-dire qu'en fait, pour être un vrai garçon, il ne faut pas être un PD. Ouais. Hein, et du coup, je pense que pour beaucoup d'éducateurs, d'enseignants, c'est difficile forcément de voir ça, parce que ça se passe parfois dans des zones, dans des moments de discussion entre les gamins, à la cour de récré, des choses comme ça. Mais ça, c'est hyper important, c'est-à-dire la masculinité, elle est définie par le refus de l'homosexualité, par le rejet de l'homosexualité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas pour autant des gens qui identifient qu'ils sont homosexuels très tôt dans leur vie et qui finissent par vivre leur vie, en réalité. Il faut le dire aussi, bien sûr. Mais ça pose d'autres questions que juste la question des institutions. En réalité, ça pose la question de comment on éduque les enfants, ça pose la question de ce qu'on leur dit, ça pose la question de comment on apprend à un garçon. C'est pas forcément en s'en prenant aux garçons qui sont différents qui va devenir plus garçon, en réalité. Comment on éduque les enfants et comment on les traite également, parce que justement, il y a plusieurs chercheurs qui font le parallèle, ce qu'on disait finalement tout à l'heure, entre l'oppression que subissent les femmes, les hommes homosexuels et les enfants. C'est en fait, ils sont frappables, ils sont violables, ils sont voilà, et qu'en fait, ce qu'on reproche aux homosexuels quand on est homophobe, c'est qu'en fait, ce sont des femmelettes, quoi. Ce sont des femmes, et que donc il y a vraiment des liens entre ces deux oppressions. Il y a une très forte correspondance. C'est hyper intéressant. Et sur l'éducation, on avait aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de militants gays ou qui théorisent d'ailleurs le fait que, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur le fait que ce serait des luttes qui seraient séparées, en réalité, il y a plein de gens qui théorisent le fait qu'il y a une alliance objective et très forte. Avec le terme entre de sexiser, par exemple, qui voudrait dire sexiser de la même façon que raciser. Sexiser peut s'apparenter pour les femmes, pour une personne, une minorité de genre, même si j'aime pas le terme de minorité, mais voilà. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, pour revenir à l'éducation nationale, il y avait un article de La Déferlante on a un partenariat, vous le savez, entre Mediapart et La Déferlante, sur les ABCD de l'égalité. Cas d'école des paniques morales. En 2013, le gouvernement socialiste met en place un programme de lutte spécifique contre les stéréotypes de genre au sein de l'école, les ABCD de l'égalité.
Très vite, un groupe hétéroclite s'y oppose, récit d'une panique morale qui continue de peser sur des politiques en matière d'égalité. J'en avais déjà pas mal parlé et d'ailleurs, à l'époque. Ouais, et d'ailleurs, la question... mais c'est que là, il faut bien constater, et moi, c'est hyper important de le voir. Peut-être que tout le monde le voit pas forcément. On parle beaucoup de l'offensive de l'extrême droite en ce moment dans plein de lieux, plein d'endroits. On l'a beaucoup documenté sur Mediapart, mais de la même façon que c'est le cas dans d'autres pays, aux États-Unis, en Russie, que sais-je encore, la question l'instrumentalisation par l'extrême droite des questions LGBT et particulièrement les questions qui concernent les transidentités devient très important. C'est-à-dire, c'est au cœur de la bataille culturelle et pour ces gens-là. Et donc, du coup, il faut s'en prendre maintenant. On s'en est pris longtemps aux LGBT très clairement. Il y a une loi aujourd'hui sur le mariage, on peut plus clairement le faire de la même façon, même si je pense qu'il y a toujours des gens qui voudraient abolir finalement ce droit. Mais maintenant, la nouvelle cible, ce sont les personnes trans. Exactement et donc, ce que j'allais dire. Voilà. Et Néréis dit justement, il y a de plus en plus de problèmes d'instrumentalisation de la défense des droits des homosexuels à des fins racistes, ce qui est appelé l'homonationalisme, qui vient de l'extrême droite, mais qui s'étend. Lien avec les TERF, donc les militants transphobes aussi, avec les gays respectables opposés aux autres. Avez-vous des papiers là-dessus à Mediapart? Désolé si ma question n'est pas très bien formulée. Je ne sais pas si on a des papiers. On a fait dans L'air libre, moi je me rappelle il y a quelques mois une émission sur la question en effet des TERF. Oui, il y avait le doc avec Célia Mebroukine. Exactement. Voilà, oui, avec un reportage assez hallucinant. Vidéo, ouais. Moi je trouve typiquement, c'est un sujet, pour en revenir au documentaire, qui est assez intéressant parce que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que les guet-apens, on en parle assez peu dans les médias. Parfois, les faits divers, c'est traité comme des faits divers, des rendez-vous galants, etc. Dans la presse quotidienne régionale. Et ce qu'on a constaté souvent, c'est que des gens qui sont nationalistes ou d'extrême droite vont en parler bien souvent quand les agresseurs sont racisés. Mais quand ça correspond pas à ce schéma-là, on n'en parle pas. Et donc, du coup, il y a de fait, nous on voulait aussi faire ce sujet pour montrer que les questions centrales étaient bien celles de la permanence de l'homophobie dans beaucoup de cercles, dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de lieux. Et c'est important cette question parce que c'est important de Mathieu Fouché, par exemple, qu'on voit dans le documentaire, qui est journaliste mais aussi militant, dit souvent justement il faut que nous parlions, en fait, nous reparlions, là il parle en tant que militant, nous reparlions en tant que gay, parce que nous sommes ciblés parfois par ces violences-là, de la même façon finalement, que tu sois un gay de gauche, de droite, que tu sois riche ou pas riche, etc., que tu sois vivre dans un centre-ville ou dans un milieu rural, en réalité, tu as beaucoup de chances de susciter chez une personne qui est homophobe un rejet. Et donc, il y a là des alliances nouvelles à construire, et plutôt que de toujours considérer que nous sommes divisés justement tout le temps, il y a aussi probablement des alliances à reconstruire en prenant conscience du fait que les expériences minoritaires, elles permettent aussi de construire du commun et de s'allier, quoi. Ouais, et puis la question là justement de l'homonationalisme et de la question ce qu'on appelle aussi le choc sexuel des civilisations, donc n'existe pas, hein, mais c'est de dire qu'il y a un Occident qui serait intrinsèquement pro-LGBT et un Orient barbare qui serait homophobe. Or ça, c'est remis en cause par les faits. D'une, parce qu'en fait, il existe des sexualités de tout temps et de tout lieu qui sont pas forcément minoritaires, mais le Kama Sutra homosexuel ou qu'on appellerait homosexuel en Inde existe, et inversement, en Occident, comme on le disait, la police traquait jusqu'à il y a 50 ans les LGBT, et que quand les homos sont sortis des camps, ils ont continué à être traqués. Voilà. Et par ailleurs, il y a eu les camps. Donc,
il n'y a pas de choc civilisationnel, mais que par ailleurs, ce qui est intéressant, et ça c'est un truc que peu de gens se rappellent, c'est par exemple Renaud Camus qui est celui qui a théorisé le choc des civilisations, le grand remplacement, était lui-même dans les années 70 un auteur sur les questions homo, et quand on relit ses bouquins, il y avait déjà en fait le racisme. Il racontait qu'en gros il était un mal baisé, qu'il n'arriverait pas à baiser avec des personnes arabes, et du coup c'est flagrant de relire ça à cette époque, et qu'en fait il y a un vrai souci, on le voit en fait presque personnel, et qui est en fait aujourd'hui est théorisé dans des textes immondes et qui sont récupérés par toute une partie de l'extrême droite, et qui causent des attentats. Notamment, il y avait eu en Europe de l'Est, un peu avant la guerre, des attentats homophobes dans des bars gays. Donc voilà, bref, c'est un sujet hyper intéressant que tu nous as apporté, Néréis. On a une autre question de Terence. Pouvez-vous parler de l'échange organisé il y a quelques mois lors de la sortie du livre de... C'est qui lui ? Loïc Vacan, donc on avait fait vers septembre ou octobre, je crois, je me rappelle plus, une petite captation qui s'appelait Voyage au pays des boxeurs. C'était autour du livre de ce sociologue qui a beaucoup écrit sur la boxe, parce qu'il a été boxeur lui-même dans un club de Chicago dans les années 80, et c'est un documentaire en in situ qu'on a fait. Dans le ring, sur un ring. Sur un ring, en parlant de boxe, et de finalement la noblesse. Alors il y a de la violence dans la boxe, mais aussi, donc ça s'appelait La boxe n'est pas qu'un sport de combat, et donc on avait un échange avec Loïc Vacan, une ancienne championne olympique de boxe, Sarah Ouramoun, et puis des gens qui témoignaient depuis le public. Et voilà, c'est une image très léchée de Gaël Bordier et de 5e étage, qui est un peu spécialiste de ce genre de format, voilà. Et c'était ce qu'on peut faire aussi sur Mediapart, voilà, de temps en temps, quand on a aimé un livre et qu'on veut aussi s'adresser à des gens qui peut-être n'iraient pas forcément sur Mediapart et qui peuvent découvrir ce genre de contenu. Et oui, donc abonnez-vous. Non, on n'est pas du tout en train de faire le débrief de Macron. On parle d'autre chose. Non, on n'a pas vu ce qu'il a dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? On va regarder. Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas. Non, on va pas regarder. Qu'est-ce qu'on regarde ? Non, franchement. Non, non. Tariq est contre. Bon. Il admet qu'un consensus n'a pas été trouvé. C'est un fait. Mais promet un nouveau pacte sur le travail. Bon, on verra demain. Je pense que là, ça va pas se décanter avant demain. Non, clairement pas. De la vie au travail. Comment ? Nouveau pacte de la vie au travail. Incroyable. Voilà. Eh bien, il faudra lire probablement sur Mediapart. Ça devrait pas tarder, je pense. Ouais, c'est ça. Je regardais, vous l'avez en direct, je regardais. Il y a ma tête, mon Dieu. Je regardais si le papier était sorti. Non, vous pouvez regarder en attendant voilà, cette petite vidéo là qu'on a fait. Donc, Bérénice Gabriel et Célia Mebroukine du pôle vidéo ont fait Paris, 20 mars 2023, enquête sur une nuit d'interpellation abusive et violente. Le soir du rejet de la motion de censure du gouvernement, où de nombreux manifestants sont sortis dans les rues de la capitale pour protester. Et du coup, c'est un rassemblement, un travail sur les violences policières ce soir-là. Et c'est très bien. Voilà. Bérénice Gabriel et Célia Mebroukine. Exactement. À regarder sur Mediapart. Abonnez-vous. Moi, j'avais une question. Oui, tout à l'heure, on n'a pas trop présenté le service et comment vous fonctionnez, comment vous choisissez les différents sujets sur lesquels vous bossez, comment vous fonctionnez au quotidien. Souvent, on nous pose cette question sur c'est quoi une journée type. Alors, une journée type, je dois dire que il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Ce qui est, je pense, le cas des autres, du reste de la rédaction, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille en même temps, soit par petits groupes, soit tous, mais souvent plutôt par petits groupes. Et nous, en plus, la spécificité, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en lien avec la rédaction. Donc, il y a parfois des sujets dont on est à l'initiative totalement et qu'on mène. Il y a des sujets qui sont à l'initiative de la rédaction et qu'on fait en images. Il y a des sujets qui sont un peu hybrides, qui sont des collaborations. Il y a tout type de possibilités. Donc, notre rôle avec Valentine Auberti, quand je suis pas en train de m'occuper d'un documentaire, c'est d'essayer de mettre en musique tout ça, d'essayer de trouver... il y a aussi des différentes temporalités. Il y a des sujets vidéo qu'on fait parfois en une journée. Il y a des sujets vidéo comme ce documentaire qui mettent 6 mois à être fait. Mais c'est un peu pareil finalement que le reste des contenus des journalistes de Mediapart. Ça fait des articles qui sont faits dans la journée et puis vous avez des articles qui mettent
des mois, voire des années parfois à être produit, parce que l'enquête a commencé très très tôt. Donc c'est un peu la même temporalité qu'on a. Et nous, on essaye au pôle vidéo d'être ce qu'on a un peu trouvé comme utilité, c'est d'essayer de traiter des sujets qui sont vraiment adaptés pour la vidéo, c'est-à-dire sur lesquels la vidéo apporte une véritable plus-value. Il y a des fois où il vaut mieux un article, une enquête écrite qu'un sujet vidéo. Puis il y a des fois où la vidéo, elle va vraiment apporter de l'information et se justifier. Donc c'est ces choix qu'on essaye de faire en lien avec la rédaction, la direction éditoriale, pour essayer de mettre en musique tout ça. Et on aimerait évidemment être, c'est sûr, beaucoup plus nombreux parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc on reste encore une petite équipe, mais on produit beaucoup de choses là depuis une semaine. C'est assez fascinant le nombre de choses là qu'on voit sur le site du pôle vidéo. Mais l'enquête sur le parcours de sortie de la prostitution que peut-être tu peux nous montrer, qui a été diffusée hier, c'est une enquête. Je me rappelle les premiers échanges avec Bérénice Gabriel qui est à l'initiative du sujet, c'était l'été dernier. Hein, donc il est là-haut, tu peux remonter, voilà. Et c'est très intéressant, c'est un documentaire de 35 minutes de Bérénice et Célia Mebroukine sur justement, pour aller rapidement, un dispositif voté sous le mandat de François Hollande qui consistait à dire la prostitution, le travail du sexe, il faut en sortir. C'était ce que disait une partie des parlementaires à l'époque. Et donc ils avaient fait une loi pour tout simplement créer un dispositif avec un peu d'argent, moins que le RSA quand même, qui permettrait de sortir des réseaux. Et ça s'appliquait évidemment plutôt aux travailleuses et travailleurs du sexe qui travaillent dans des réseaux et qui vraiment le font de façon quasiment sont réduites à l'esclavage pour faire ça et qui veulent absolument sortir de la prostitution. C'est aussi une réalité évidemment. Et du coup ça c'est un dispositif qui est bon, pourquoi pas, simplement qui s'est avéré ne pas être appliqué du tout, pas assez en tout cas. Il y a des départements qui n'ont pas mis en place de commission pour justement permettre de rentrer dans ce parcours de sortie de la prostitution. Et donc c'est une enquête qui est importante et je pense que pour le coup, alors vraiment, c'est vraiment une enquête que vous ne trouverez pas ailleurs. Ouais, et puis moi, j'ai eu la chance de le voir au festival de Mediapart. Wink Wink, ça a continué, j'en parle juste après. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, c'est pas des grands débats théoriques sur abolitionnisme, pas abolitionnisme, machin. C'est, bon, il y a une loi qui a été mise en place. Elle n'est même pas appliquée. Et par ailleurs, les situations deviennent rocambolesques où il y en a, je sais pas si je spoil, il y en a une qui se fait refuser ses papiers, d'avoir des papiers alors qu'elle est en PSP, parce qu'on lui reproche d'avoir été précaire et d'avoir volé pour manger. De toute façon, moi je trouve qu'il y a une relation en fait dès qu'on parle de populations qui sont minorisées, il y a toujours une relation, c'est-à-dire que en fait les travailleuses du sexe, il y a tout un certain nombre de débats, notamment des lignes de clivage qui viennent finalement cachés, enfin qui sont importants parce que c'est des débats en fait qui sont dans la société, mais qui doivent vivre, mais qui là c'est un sujet qui pose la question concrète de l'existence et de celle à qui on promet d'en sortir. Qu'est-ce qu'on leur propose? On déroge les politiques publiques. C'est un peu pareil sur, moi je trouve sur l'homophobie, on a beaucoup de déclarations d'intention et puis en réalité, des gens qui sont victimes de discrimination et de violence, on va pas les accompagner assez. Donc je trouve que en fait nous voilà, c'est les contenus qu'on essaye de faire, c'est pour montrer un peu la société telle qu'elle est et pas forcément toujours se perdre dans des débats théoriques qui sont importants, hein, sont parfois très importants, mais qui et la vidéo elle permet ça, de montrer la vie réelle des gens. Journalisme d'intérêt public qui n'est pas seulement du journalisme militant ou je ne sais pas quoi. C'est montrer les réalités. Ouais, là, cette production-là, c'est vraiment là. Vous allez voir le documentaire sur les guet-apens, dont la voix est assurée par une personnalité. C'est le chanteur Eddie De Pretto qui a été victime lui-même de cyberharcèlement homophobe et qui a volontiers accepté de faire cette voix off. Vous allez voir notre commentaire qu'il a lu. Il est hyper à plat. Il est extrêmement factuel. Et c'est les personnages qui parlent eux-mêmes. Ouais. Alors, on a
On sait que la réforme est défavorable pour les femmes, mais aussi pour les LGBTQIA. Ouais, ça, il y a eu réforme des retraites. Alors, un article. J'ai couvert ça il y a longtemps, mais je ne suis pas la bonne personne. Il y a eu un article sur Mediapart sur les Pink Blocs. Terence qui dit: je me permets de reposer la question, mais oui, merci de le faire. Et si j'en ai zappé, n'hésitez pas à en reposer. Après l'invitation de Backseat, c'est l'hebdo, et ici verra-t-on l'équipe ayant produit le documentaire dans d'autres médias pour présenter le travail et le faire connaître au plus grand nombre. C'est quoi les prochaines téloches? Alors, par ailleurs, il y a aussi un article dans Committee, un article dans Tétu. Ouais. Vous êtes partout. On a une dépêche AFP ce matin. Trop bien. Qui a été reprise sur plusieurs médias, dont Le Point, La République des Pyrénées, enfin bon, voilà. C'est en cours, là, je sais pas, il y avait eu des échanges encore tout à l'heure et tout, donc il y aura des choses, il y a pas mal de journalistes qui l'ont vu, mais peut-être pas encore tous, donc oui. Allez-y, invitez-nous. Ouais, complètement. Et il y avait une autre question, mais que j'ai zappé, et il y avait un moment tout à l'heure, c'était sur quelle était la réaction des gens qui l'avaient déjà vu. Alors, je l'ai vu passer, je l'ai zappé. On a parlé un petit peu sur les assos, là... Non mais, ouais. Oui. Les assos. Là, j'ai encore parlé. Vous verrez dans le personnage une jeune femme qui est une jeune femme d'une famille d'une personne qui a été tuée dans un guet-apens homophobe, et elle l'a trouvé très fort, et voilà, et donc ça m'a beaucoup touché. Ouais. Donc mercredi sur Mediapart. Abonnez-vous. Demain, à l'avant-première, si vous êtes à Paris et qu'il vous reste des places. Dépêchez-vous, là, en l'occurrence, voilà. C'est clair. Le saviez-vous, l'anagramme de Macron et monarque? Eh bien, écoute, je crois que ça va être la fin de cette émission. Je te laisse conclure si t'as encore quelque chose à dire, mais sinon, tu as le droit de dire, juste abonnez-vous. Non, moi, l'idée, c'est vraiment de dire et de redire, et si des gens voient ou re-regardent ce qu'on vient de faire, que vraiment, c'est un documentaire qui doit être utile. Il y a plein de... On fait ici du journalisme d'impact à Mediapart, et les impacts, ça peut être très différent. Des fois, c'est de demander à un personnage public de rendre des comptes, de tirer les conséquences éventuellement de ce qu'il aurait fait. Parfois, c'est de faire bouger des politiques publiques, de faire bouger les choses. Et là, on est plutôt dans le deuxième aspect, et on est aussi dans cette question de dire que si on peut provoquer avec ce documentaire des discussions, des échanges, si ça peut être l'occasion dans des lycées ou dans des universités de discussions et d'échanges autour de l'homophobie, on sera très content que ça serve à ça. C'est ça aussi du journalisme d'intérêt public. Non, c'est clair, et surtout c'est un film qui mérite débat en fait. Après, il ouvre tellement de questions. Justement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais par exemple, moi, je fais une petite relance, une dernière, mais sur cet aspect, il y a plusieurs des personnes qui disent, enfin, les agresseurs sont eux-mêmes, ou se défendent en disant d'être eux-mêmes, en fait, homosexuels, ou d'avoir des désirs, et ça pourrait être un film en entier sur ce truc-là, qui revient souvent. On dit, oui, mais en fait, les homophobes, c'est des homos refoulés. Et oui, alors, c'est souvent ce qu'on dit, et c'est intéressant cette discussion, parce que je pense qu'en effet ça pourrait être un sujet en tant que tel. C'est-à-dire que le risque, il est vrai qu'il y a des gens qui sont travaillés par des problématiques d'identité et qui du coup peuvent être amenés pour cette raison à agresser d'autres homosexuels, parce que agresser son propre miroir. Bon, ça existe. Mais d'abord, c'est pas toujours le cas. Et surtout, Mathieu Fouché, il a une expression assez intéressante, moi je trouve, là-dessus. C'est à partir du moment en fait où n'importe quelle personne en réalité dans la vie s'est posé, quel homme en fait s'est posé au moins un quart de seconde la question de sa potentielle homosexualité, on peut dire que tout le monde est un homosexuel refoulé. En fait. Donc en fait, ça a pas énormément d'intérêt. Alors il y en a qui se le disent peut-être plus longtemps, et puis il y en a qui arrêtent de refouler puis qui vivent leur vie en fait, tout simplement. T'es gay ou t'es hétéro? Voilà. Donc voilà, gay, clairement. Mais du coup, et surtout, le risque, c'est du coup de dire, en fait, ça concerne que des gays, quoi. C'est-à-dire des gays refoulés qui taperaient des gays. Et en fait, en réalité, il faut penser les choses de façon beaucoup plus large. C'est-à-dire, faut penser en ça en termes d'homophobie. Et c'est pas parce que vous avez de l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire que vous détestez d'une certaine façon, que c'est pas quand même de l'homophobie ce que vous faites en réalité.
Justement, ils en parlent, la folophobie dans les cercles homosexuels, le masque for masque. Je pense qu'il y a des gens qui vont être perdus sur tout notre vocabulaire. mais bien sûr que les personnes opprimées peuvent reproduire des schémas oppressifs et on le sait bien, on n'attrape pas ni le féminisme, ni quoi que ce soit en attrapant l'homosexualité. Ouais. Et je pense que justement, ce documentaire, il peut permettre justement, à partir des moments, vraiment, encore une fois, cette question des guet-apens homophobes, elle a été souvent utilisée, instrumentalisée ces dernières années pour dire tous les agresseurs sont des Noirs et des Arabes, en fait, pour résumer, hein, et notamment dans des médias de droite ou d'extrême droite. Et justement parce que ça accompagne ce récit-là d'extrême droitisation de la société. Et la réalité, c'est qu'il y a des agresseurs qui sont divers, qui représentent la société française en réalité, qu'il y a des endroits, oui, dans des quartiers populaires où ça peut être peut-être plus des gens racisés, mais il y a d'autres endroits pas. Et en fait, il faut plutôt voir de ça de façon systémique et plutôt penser où en est-on pour que 40 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en France, on en soit toujours là. Et que la droite et l'extrême droite, c'est toujours opposé, que ce soit au mariage, au Pax, à la dépénalisation, etc. Donc c'est quand même assez fort de café dans l'histoire et aussi géographiquement. Et l'extrême droite, là, d'ailleurs, veut s'intéresser à la transphobie. Poutine, etc. L'extrême droite veut travailler sur, justement, je crois, la question de la transidentité, etc. Tout à fait. Avec toujours les mêmes arguments de protection de l'enfance. On se l'est pris dans la tête au moment du mariage pour tous. Les personnes trans se le prennent dans la tête aujourd'hui. Donc, force, solidarité, on est ensemble. Et il arrive quelque chose qui est très attendu, c'est le conseil lecture. Le bingo. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bon, je vais vous en faire un en lien avec en lien avec notre discussion. C'est le livre. Alors, je l'ai pas amené. Il est sur mon bureau. Courir. Voilà, c'est le livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Si le cerf Maupoy. C'est vraiment en lien avec nos discussions parce que c'est un journaliste, c'est un activiste du climat. C'est quelqu'un qui a plein de vie et plein d'intérêts, qui d'ailleurs a écrit déjà des articles pour Mediapart. Notamment dans la revue du Crieur, Maupoy, voilà, avec un X, exactement. Une interview par Michael Correa, c'était. Et c'est un livre qui s'appelle, tu vas me le retrouver parce que ça s'appelle, je dirais, Écologie déviante, si je me trompe pas, et qui est un livre passionnant sur écologie déviante, voyage en terre queer. Ça parle de l'idée qu'au départ, lui, il a été activiste climat, il a toujours d'ailleurs beaucoup dans les luttes autour du climat, mais s'est posé la question de savoir pourquoi parfois les expériences des queers dans les milieux militants du climat étaient parfois un peu mises de côté, voire carrément rejetées, parce qu'on disait en fait il y a une forme de rejet par la nature de l'homosexualité, voilà, ces vieilles théories là. Et il s'est interrogé un peu sur ça et il fait toute une navigation en redécouvrant des personnages comme qu'on connaît pas forcément de l'histoire récente queer, on va dire, pour ouvrir plein de potentialités sur nos vies dans ce schéma là de catastrophe climatique, pour essayer de voir comment on peut être queer, militant climat, et essayer de construire comme ça des alliances avec plein d'autres gens qui viennent d'univers différents. Et en plus, il est archi-BG, ce qui est un plus. On voit là, pas de LGBT sur une planète brûlée, effectivement. Et le deuxième, t'avais un deuxième livre dont tu voulais nous parler, c'est bon. Ok. Et ben écoute, on s'arrête là. Je te laisse rentrer chez toi, aller manger, faire ce que tu veux. Et je te dis à bientôt si tu veux revenir, toi ou tes collègues. Vous êtes les bienvenus. Merci. On te lit dans Mediapart, on te regarde sur Mediapart. On me lit aussi. Exactement. Hop, bisous tout le monde. Hop, vous pouvez lui dire au revoir. Merci Mathieu. Salut. Voilà. Et moi je continue avec les petites annonces. Alors j'y vais. Ouais, tout à fait. Au revoir. Je vous laisse fuir. Ciao, bye. Hop. Et du coup, on finit avec les petites annonces, évidemment. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le festival de Mediapart, cette semaine, là, ce week-end, c'était à Rouen. Et apparemment, c'était vachement génial. Moi, j'y étais pas, mais
On nous a dit que c'était très bien, que les échanges étaient très riches. Et du coup, la prochaine, parce que vous le savez, 15 ans pour Mediapart égale 15 villes. Donc Mediapart va aller dans 15 villes. Et la prochaine, c'est à Montpellier. Donc si vous êtes autour de Montpellier, c'est le 29 avril, save the date. Vous pourrez rencontrer des journalistes de Mediapart sur plusieurs thématiques. Je vais essayer de trouver immédiatement, donc Jade l'a mis dans le chat, mais je vais essayer de trouver le programme exact. Voilà. Hop, je fais tout en live et tout seul. Je cherche la scène pour vous le montrer. Paf, merveilleux. Montpellier, alors, ça commence à 14h. Carte blanche à Edoui Plenel. C'est dangereux, ça peut durer longtemps, vous l'avez vu sur cette émission. Ensuite, heureusement, il est cadré parce que à 15h, il y aura crise de régime, crise démocratique, crise sociale avec Stéphane Aliès, co-directeur éditorial de Mediapart, Hélène Salvi, que vous avez vu ici, et Cécile Hautefeuille, qui est journaliste au pôle social de Mediapart. Ensuite, à 16h, il y a le traitement des images et enquête en open source avec Yumni Kezouf, qui travaille avec Mathieu, qui est au pôle vidéo, et ensuite temps d'échange avec tous les journalistes, les équipes, tout ça. Donc ça, c'est le 29 avril à Montpellier, et comme vous pouvez le voir, ensuite il y a toutes les autres dates, mais d'ici là, on se reverra sur Twitch, et donc on aura l'occasion de vous dire tout ça. Donc vous retrouvez, abonnez-vous lundi prochain, la semaine prochaine, avec donc Anna qui est dans le chat, avec Justine Brabant pour parler de l'émission Retex qu'elle co-anime avec Fabien Escalona, qui est pas loin et dont c'est l'anniversaire demain. Il aime les chocolats et le thé, voilà. Donc Retex, qui est l'émission qui parle de sécurité, non pas de sécurité, je voulais dire de défense, voilà. Et donc là, elles vont faire un Retex sur Retex, hein. C'est un retour d'expérience sur le lancement de cette émission. Il me regarde, du coup je suis un peu intimidé. Donc Justine Brabant. Ensuite, ce sera un lundi férié, puisque vous le savez, ce sera le 1er mai. Donc vous retrouverez l'émission le mardi 2 mai, car ce sera évidemment la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses, appelée par l'ensemble des organisations syndicales, et c'est inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de lutte contre la réforme des retraites. Voilà, si évidemment, c'est pas la révolution d'ici là. Voilà, j'ai parlé de l'anniversaire de Fabien Escalona, donc je suis obligé d'annoncer l'anniversaire de Hélène Salvi, sinon elle me tue. Elle aime les diamants et les figatelli, donc voilà. Et puis, bonne soirée à vous. Abonnez-vous à Mediapart. Je rappelle que vous pouvez encore le faire ce soir gratuitement. Sous cette vidéo, sans carte bleue, sans renouvellement, et sans donner toutes ces informations, etc. Bref, c'est une vraie bonne occasion de s'abonner, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous abonner grâce à ça, et c'est assez chouette, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Bonne soirée à tout le monde. Hop, je regarde les derniers messages du chat. On se retrouve très vite sur Mediapart. N'hésitez pas à faire des commentaires sous les articles, parce que c'est moi et Anna qui les modérons, et ça nous fait plaisir de voir des nouvelles têtes dans les commentaires. Bonne soirée, reposez-vous bien, et à la semaine prochaine.